Bonjour YouTube, ça va ou quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va react à la suite de la vidéo de The Great Review, auquel j'avais react l'autre fois. Donc la vidéo de l'autre fois, c'était sur le cinéma, et ça s'appelait quel est le plus grand film du monde. Ça réfléchissait un peu à c'est quoi les critères objectifs, et est-ce qu'il y a des critères objectifs pour définir ce qu'est un grand film. Et c'était très intéressant en vrai comme vidéo, une réflexion un peu sur l'art, presque un peu philosophique, mais en même temps avec des éléments de l'histoire du cinéma et des éléments techniques, etc. Et là on va passer du coup à la suite de cette vidéo qui est elle centrée sur le jeu vidéo. À savoir, qu'est-ce que le cinéma a appris au jeu vidéo. Mon souci c'est qu'elle est un peu longue. Elle fait quand même 55 minutes, donc je sais pas si on va react à tout. En plus moi j'ai tendance à mettre beaucoup de pauses et à beaucoup parler, donc on va voir. On va voir. En tout cas c'est ça le programme du jour. Donc on va couper la musique et on va être parti pour react à ceci. Les films, c'est cool. Yes. C'est bon, jusque-là, j'ai perdu personne. Mais parler visuellement dans les films, c'est encore nettement mieux. Le cinéma est riche parce que les bons réals lisent un script dans lequel il y a marqué « Ok, il y a un gosse dans un hôtel et l'ambiance est glauque » et ils comprennent que leur job, c'est de trouver la moquette la plus malaisante jamais cousue et de penser à le filmer d'en haut pour qu'on ait l'impression qu'il est observé. Là, c'est un peu un précédemment, genre il rappelle un peu des trucs qui avaient été dit dans la vidéo d'avant, en prenant d'autres exemples. Personnage qui est rongé par les horreurs de la guerre, il n'y a plus rien de bon à l'intérieur de lui, juste des ténèbres, j'ai pas besoin de te le dire, ça se voit. Et Cobb, il pourrait nous faire un monologue, oh, suis-je sorti du monde des rêves, je ne sais pas trop, mais peut-être que juste... Tout ça, on l'a vu dans la vidéo précédente et on en était arrivé à la conclusion que, au cinéma, ce délire de parler avec des images, c'est si important que c'en est presque une question d'identité. Genre peut-être que ton film il est absolument passionnant, mais si on peut retirer l'image et c'est pas une catastrophe absolue, un mec relou pourrait débarquer et te demander si c'est vraiment un film que t'as fait. Ceci dit, si c'est bon pour le cinéma, c'est bon pour n'importe quel art où on regarde ce qui se passe. Et donc immédiatement la question importante c'est cette règle incroyable de montrer à plus d'impact que dire. Comment est-ce que je fais pour l'appliquer ailleurs ? Donc ça c'est son intro, montrer à plus d'impact que dire, donc ce qui était un peu sa conclusion de la vidéo précédente, pas seulement sa conclusion mais un peu son fil directeur. C'est en fait une idée très commune dans la cinéphilie, et pas que dans la cinéphilie, dans le cinéma en fait, chez les gens qui fabriquent des films aussi, chez les scénaristes en particulier. Ça s'appelle le show don't tell. Tu montres plutôt que de dire, littéralement. Donc le show don't tell, c'est commun comme notion. Et on va souvent dire ça aux scénaristes débutants. Moi je me souviens que quand j'ai fait une option audiovisuelle au lycée et qu'on avait des exercices d'écriture de scénario, c'était un truc qu'on nous disait, qu'on nous répétait un peu souvent, show don't tell. C'est-à-dire, si tu peux montrer que ton personnage est triste, ne lui fais pas dire qu'il est triste. Montre-le, parce que tu es au cinéma, tu peux le montrer, et c'est mieux comme ça. Et donc le pourquoi c'est mieux comme ça, c'est un peu ce que lui développe dans sa vidéo d'avant. Voilà, donc ça c'est juste vraiment pour résumer ce qui a été dit précédemment. Et maintenant du coup l'idée c'est de se tourner vers le jeu vidéo et de voir si on peut mettre un peu de cinématographie dans le jeu vidéo. Il va développer cette idée juste après. L'idée est vachement cool, hein. Laissez-moi juste vous illustrer l'énorme problème qu'on a avec un exemple. Ok, il y a quelques années, Bandai Namco était en train de terminer Ace Combat 7, le jeu avec les avions. Ça se passait très bien, juste ils trouvaient qu'à un moment dans leur campagne, il manquait un truc. Mission 19, ok, le joueur doit flinguer un Arsenal Bird. Imaginez un porte-avions de 1 km de large, dans les airs, qui balade pas des avions mais des drones, et il n'y a pas un seul pilote à bord parce que tout est géré par IA. Et il a surtout une espèce de bouclier magique qui peut tout arrêter. Bref, mission 19, vous devez flinguer ça avec ça. La mission est incroyable, mais le directeur trouve qu'il manque quelque chose, et donc il se retourne vers son compositeur, Kobayashi, qui est un être humain absolument exceptionnel, et il lui dit « Kobayashi, fais-moi une musique qui ira bien sur la mission ». Kobayashi dit « Je vais te faire une musique hors du commun ».
C'est un des rares, très rares cas où un jeu qui était prêt a été retardé parce qu'on attendait une musique. Mais ils ont raison, parce que Kobayashi est un être humain absolument exceptionnel et il leur sort un son qui s'appelle Daredevil, qui est super connu maintenant, et peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que non, c'est la musique de fou qui fait... Là, par exemple, Great Review, si montrer, bon, du coup, la faire entendre a plus d'impact que dire, pourquoi tu chantes la musique plutôt que de juste la mettre? C'est dire, c'est la musique incroyable qu'il fait, et là, tu cut et tu mets la musique plutôt que de bouger les bras comme un débile. Bref, c'est gratuit. Ils ont reçu la musique, évidemment elle était hors du commun, et ils ont fait un vrai travail de metteur en scène. Ils se sont dit on va entourer l'Arsenal Bird de nuages, comme ça le joueur sort des nuages et tombe nez à nez avec la bestiole, et là il y a 3 secondes de doute horrible en mode est-ce que mes potes vont réussir à faire tomber le bouclier? Et au moment où le bouclier tombe, on met le drop de la musique, et la scène est absolument phénoménale. Voilà à quoi ça ressemble quand tout se passe bien. Et voilà à quoi ça ressemble dans 90% des parties. Et là normalement, tout le monde voit pourquoi c'est un enfer de faire de la mise en scène dans un jeu vidéo. Comment on est censé montrer de belles scènes à un idiot qui de toute façon se barre avec la caméra? Et oui, that's the fucking Aucun problem. réalisateur pourrait faire son travail si chaque spectateur lui prenait la caméra des mains en lui Il y avait des images de 1917, donc je me permets de dire que 1917 c'est très très surcoté, voilà. disant qu'il veut regarder ailleurs. Et pourtant c'est ce qu'on essaye de faire dans les jeux vidéo. La tâche est absurde. Et c'est même pas notre seul problème. Non seulement il se barre avec la caméra, mais c'est pas comme s'il allait s'en servir de façon esthétique, elle lui sert juste à voir ce qui se passe. Réalisez que pendant que tous les angles sont autorisés au cinéma, nous on en est à classifier nos jeux en fonction du seul angle auquel on va avoir droit dans ce jeu-là. Angle qu'on aura choisi dans un grand total de 4. Tous les jeux vidéo que vous ferez dans votre vie seront dans un de ces 4 angles. Ça rend la caméra de jeu vidéo si statique, si immobile que si tu... On va s'arrêter là-dessus. C'est vrai qu'on catégorise les jeux en fonction de ça. Alors pas que, évidemment. On les catégorise aussi en fonction de plein d'autres critères. Mais par exemple, le genre du TPS, Third Person Shooter, on va dire que c'est un TPS même quand c'est pas un shooter. En fait, c'est un jeu à la troisième personne et c'est ça qui le définit. Ce qui le définit, c'est qu'on est derrière notre perso et qu'on peut bouger la caméra autour ou pas, mais en tout cas, on reste derrière le perso et on le voit et on est à une distance de 3 à 5 mètres derrière lui peut-être. Et donc notre personnage est au milieu de l'écran tout le temps. La caméra elle est comme agrippée à lui. Donc ça c'est une réflexion d'ailleurs que je m'étais jamais faite vraiment avant sur le jeu vidéo, parce qu'en fait on parle jamais de mise en scène quand on parle d'un jeu. On parle toujours de d'autres trucs, on parle de gameplay surtout, parce que c'est la jouabilité le plus important dans un jeu, en fait, que le jeu soit agréable à jouer, qu'on ait des bonnes sensations, qu'il y ait des systèmes à l'intérieur du jeu qui soient bien conçus, qui soient innovants, que le jeu soit réactif, etc. Enfin, c'est vraiment des soucis très pratiques. Et quand on parle de l'esthétique, on parle des graphismes. On parle énormément des graphismes, mais jamais vraiment de la mise en scène. Et en même temps, je pense, et ça c'est peut-être une limite de sa vidéo, c'est qu'il va parler de mise en scène dans un jeu. Le jeu vidéo n'est pas un art scénique. On parle de mise en scène dans un film parce qu'un film est découpé en scène et que c'est en plus un terme qui est lui-même hérité du théâtre, parce qu'au théâtre, c'est sur une scène, et donc c'est comment on dispose les choses sur la scène. Effectivement, peut-être que le terme mise en scène n'est pas approprié. Et d'ailleurs, je vous conseille une chaîne YouTube. Faut que je me rappelle du nom. C'est Game Next Door. Voilà. Game Next Door. Game Next Door, c'est une super chaîne YouTube qui analyse les jeux vidéo
d'un point de vue, on va dire, esthétique. Pas que esthétique au sens de visuel, mais dans le gameplay, dans leur manière dont ils sont conçus, les tendances qui se dégagent dans certains jeux vidéo et tout. Et c'est super intéressant. Leur slogan, c'est un peu la chaîne qui vous parle des jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. C'est vraiment de l'analyse assez poussée. Et pour le coup, Game Next Door, il parle de mise en jeu. Il parle pas de mise en scène. Et je trouve que c'est peut-être plus approprié. Parce que c'est, par exemple, la mise en jeu, ça va être le level design. Où est-ce qu'on va placer tels et tels éléments dans un niveau. Par exemple, c'est pas que ça va être le level design, ça va être le chara design, le design des personnages, et plein d'autres trucs comme ça. Et l'ensemble de ces choses-là, ça va être la mise en jeu, et pas la mise en scène. Voilà. Je pinaille sur un terme précis, mais regardez Game Next Door si vous aimez le jeu vidéo, c'est super chouette. De 4. Tous les jeux vidéo que vous ferez dans votre vie seront dans un de ces 4 angles. Ça rend la caméra de jeu vidéo si statique, si immobile que si tu veux faire un clin d'œil aux jeux vidéo dans le cinéma, comment tu fais ? Tu fous la caméra sur un personnage et tu lui interdis de changer d'angle. Réel. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tout le monde se branle sur ce plan de Oldboy. Du coup, je fais 2 interventions très rapidement. Je vais arrêter de faire pause après, on va regarder un peu. Mais Oldboy, bon, c'est un bon film, mais je comprends pas pourquoi ce plan a choqué tout le monde, alors que c'est vraiment un travelling latéral, quoi. Genre, qui est très bien chorégraphié, certes, mais c'est un travelling latéral. Je veux dire, il y en a tout le tour du bras dans tout un tas de films, des travelling latéraux. Et ça fait hommage au shoot'em up, certes, et aux jeux de combat en général, mais pas au shoot'em up d'ailleurs, j'ai oublié le nom de ce type de jeu, comment ça s'appelle, le jeu comme Street of Rage, Beat'em All. C'est un hommage au Beat'em All, mais en fait on s'en fout, enfin je veux dire ça a pas spécialement de sens dans le film de faire un hommage au Beat'em All. C'est un mec qui tabasse d'autres mecs et qui fait preuve de résilience et qui est à 1 contre 20. C'est ça qui rend la scène intéressante, mais pourquoi est-ce que tout le monde se branle sur ce plan ? À mon avis, c'est parce que sur internet, on était très content que dans un film qui est reconnu comme un grand film, il y a un hommage aux jeux vidéo. Mais en fait, dans les faits, c'est pas un hommage qui a spécialement du sens. Je sais pas ce que dit le réal lui-même, Park Chan-wook, sur ce procédé, mais oui, bon, c'est un travelling latéral, quoi. Bref. On est passé d'un art où la caméra est tellement libre que je peux faire une blague juste en la bougeant, à un monde où elle est juste un outil pour finir un niveau. Rien a le droit de se mettre en travers du gameplay. Le jour où pour la première fois quelqu'un a écrit un programme dans lequel certaines actions mènent à la victoire et d'autres à la défaite, on a gagné la possibilité de jouer, et aucune tentative artistique a le droit de venir gêner ça, aucune. Donc si on veut quand même foutre cette incroyable magie du cinéma dans le jeu vidéo, va falloir ruser comme jamais. Ok, méthode numéro 1, faire quelque chose qui se voit peu importe ce que fait la caméra. Spec Ops The Line commence sur cette image, qui est magnifique déjà, mais oui, c'est surtout ce qui paraît orange, le plus évident. très orange. Tout le début du jeu est orange. C'est des couleurs très chaudes, très énervées, parce que tout le monde est heureux à ce moment-là, tout le monde est hype, c'est le début de la mission, on va sauver tout le monde, vive les guns, vive l'Amérique, vive la démocratie, tout ça. Et puis... Donc là, ce dont il va parler, c'est plutôt un mélange de level design et de, surtout, éclairage et étalonnage. Quand le ton commence à embrayer sur « il n'y a rien qui se passe correctement dans cette mission et peut-être qu'on a commis des crimes de guerre », le orange est remplacé par le vert, du dégoût et de l'horreur. Et plus ça part en sucette, plus ce vert devient foncé, il finit par arriver dans le bleu sombre du fin fond de la dépression, et c'est ce bleu qui peint toute la fin du jeu qui te fait comprendre qu'il n'y aura pas de fin heureuse à cette mission. Il y a 1 milliard de façons imaginatives de faire ça. No Man's Sky a réussi à le faire d'une façon que j'avais jamais vue avant. Pas grand chose dit, tu arrives sur une planète extrêmement alien et extrêmement étrange, comme de se rendre compte qu'il n'y a que la lumière rouge qui traverse l'atmosphère.
vrai que c'est très osé comme parti pris visuel. Du coup, tout ton jeu est en gris, sauf le ciel qui est tout rouge. Accessoirement, vous n'êtes pas obligé de repeindre des planètes entières ou des niveaux entiers. Hein. Vous voulez qu'un personnage ait l'air sérieux et agréable à regarder, mettez-lui des couleurs complémentaires qui vont bien ensemble, comme le bleu et le jaune. Vous voulez que le joueur sache instantanément qu'un personnage est gaguesque, mettez-lui des couleurs qui jurent. Maintenant, un objet a une couleur particulière parce qu'il renvoie la lumière d'une façon particulière. Avant même de s'embêter à parler couleur, parlons juste lumière. Ça fait des années que vous savez reconnaître à la quantité de lumière sur une image si un film est déprimant ou joyeux. Ok, voilà un jeu qui utilise la lumière d'une façon que même les films peuvent pas. Dans FF15, plus t'avances dans le jeu, plus les journées sont sombres et courtes. Tu commences, c'est l'été, c'est road trip, c'est la fête, il y a des grandes journées ensoleillées, tu termines, t'as l'impression d'être en hiver, tu te lèves à 10h, tu termines à 17h. C'est une catastrophe, c'est déprimant, et en plus c'est dangereux, parce que la nuit est particulièrement risquée dans FF15. Ça marche parfaitement bien avec la narration, comme quoi le voyage devient de plus en plus dramatique, ça marche extrêmement bien. Sur le papier, c'était une super bonne idée, je ne leur en veux pas du tout d'avoir essayé. Maintenant, le seul souvenir que ça m'a laissé quand j'ai fait le jeu, c'est vous me cassez les burnes avec vos journées de 2 minutes. Je veux avoir le temps de faire plus que la moitié d'une quête avant de revenir au camp. Dans la pratique, ça ne marchait pas. Et c'est un très très bon exemple de... c'est déjà dur de faire de la mise en scène, mais alors faire de la mise en scène sans empiéter sur le gameplay, c'est un cauchemar. Il y a un avion là. Je sais pas si vous entendez, mais... On va fermer la fenêtre. Dans le doute... Ok. Ce dont il parle là et qui pose en fait tout le problème, mais comme son exemple avant avec les avions, c'est le fait que la principale contrainte du jeu vidéo, c'est que c'est un jeu et que donc, de fait, t'es pas soumis aux mêmes contraintes. Un film, il doit juste être regardable. Alors qu'un jeu, pour le coup, il doit être jouable et donc en fait il y a toute l'interaction qui est impliquée, elle amène énormément de contraintes. Ça fait du bruit ça. Oh, c'est horrible. Faut que tu restes stable, mon coco. Hein. J'ai ressorti un vieux pied de micro des placards et je voulais voir comment ça rendait avec. Et j'espère que ça va pas faire trop d'interférences dans le micro. Normalement c'est bon, mais voilà, bref. J'ai personnellement jamais vu de balade à cheval plus esthétique que dans Shadow of the Colossus. Alors ouais, ça aide, qu'il n'y ait pas de HUD et que les décors soient très ouverts, mais c'est avant tout grâce au travail de caméra. Quand on monte à cheval, sur ce jeu, la caméra fait 3 choses. Elle s'éloigne du joueur, elle s'incline un petit peu vers le haut et surtout, elle balance le joueur tout en bas à droite. Ça veut dire qu'il est plus au milieu de l'image à attirer l'œil, ça veut dire que le sujet principal de l'image, maintenant c'est le paysage. Et c'est pour ça que ça rend aussi bien. Si ça rend aussi bien sur Shadow of the Colossus, pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose dans Assassin's Creed, dans Red Dead ou dans Zelda ? C'est parce que Shadow of the Colossus est un jeu bizarre, où il y a genre 5% de se battre avec des trucs de 30 mètres de haut et 95% de galoper sur une map où il y a personne. Tous les autres jeux dont on a parlé, c'est des jeux où on peut se faire attaquer, et si on est parqué en bas à droite de l'image, on peut pas se battre, et donc c'est un enfer. Journey pareil. Journey, ils peuvent faire des plans de fou parce que de toute façon, rien va te sauter à la gueule. C'est des jeux qui profitent du calme. Ils profitent du fait que le gameplay est si peu exigeant que de toute façon, le joueur t'en voudra pas si tu fais n'importe quoi avec la caméra. Mais dans le cas de Journey et Shadow of the Colossus, c'est facile. C'est des jeux qui sont calmes du début à la fin. Dans 99% des jeux, il s'agit de guetter les 2 secondes et demie où ça va pas déranger le joueur. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est genre, il y a 2 secondes où il n'y a pas d'ennemis dans un donjon sur Lost Ark, hop, on fait un truc avec la caméra. Il y a une transition d'arène dans un jeu de versus fighting, tac, on fait un truc avec la caméra. Dans Skate Story, quand tu meurs, la caméra fait blom 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 comme pour donner l'impression que le caméraman s'est cassé la gueule en même temps que toi. C'est adorable et c'est super malin. La mort est une opportunité de fou pendant 3. Je pense que cet exemple-là, enfin ces exemples-là, notamment sur les animations de mort et de transition et tout, c'est vraiment ce qui est le plus commun dans les jeux vidéo en termes de mise en scène et de on fait quelque chose avec la caméra dont il parle, parce que la mise en scène c'est pas que ça en fait, hein, mais là en l'occurrence en termes de faire des trucs avec la cam, effectivement dans les jeux et surtout dans la majorité des jeux qui sont grand public on va dire et qui peuvent pas être contemplatifs comme Journey ou Shadow of the Colossus, et c'est le truc le plus commun à faire parmi les exemples qu'il va citer après, qui sont des exemples de plus en plus spécifiques, si je me souviens bien, et là pour le coup c'est dans tous les jeux, c'est dans quasiment tous les jeux que pour rendre le jeu aussi plus attrayant, plus attractif, etc., dès qu'on n'a plus le contrôle du personnage, faut faire quelque chose pour garder ton attention aussi,
Et donc de fait, il faut garder les iPad Kids les yeux ouverts. Et donc de fait, c'est là où on peut faire des trucs avec la cam. 3 secondes, le joueur trouve ça normal de pas tenir la caméra. Sniper, pareil. Tu peux pas me reprocher de faire un truc avec la caméra. Qu'est-ce que tu comptais faire d'autre dans le temps d'un tir? Et tous ces petits instants, on les remarque même pas, ils nous gênent pas parce que les studios sont devenus trop forts pour choisir les moments où de toute façon on regarde au lieu de jouer. Mais si vous faites gaffe et que vous les guettez, vous allez de plus en plus cramer tous ces petits moments où les devs se sont dit oh là il y a une ouverture, là il y a 3 secondes, on peut faire un truc. Ok, on va rentrer dans les méthodes de tryharder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si j'ai vraiment une image à faire passer? La couleur, ça suffira pas, il faut que ça prenne plus que 3 secondes au milieu d'un combo. Certes, le joueur regarde où il veut, mais je peux aussi construire le niveau de façon à ce qu'il n'ait pas vraiment le choix. Level design. Ok, tu viens de lancer Mirror's Edge, et tu peux regarder où tu veux, c'est un problème. Mais aussi, je viens de te faire spawn sur une corniche de 30 cm de large. Donc vraiment, il y a un seul endroit où tu peux aller. Et je suis le dev, et là j'ai 2 minutes, parce que tu viens de lancer le jeu pour te convaincre qu'il est bien avant que tu retournes perdre ta vie sur League of Legends. Donc comme il n'y a qu'une seule route, de toute façon, cette vue incroyable sur la ville, avec les nuages au fond et l'impression de liberté, là, cette première vue sur la distance, tu vas la voir, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je t'ai préparé un jump, et j'ai fait attention de bien dégager tout le paysage derrière pour qu'il soit aussi spectaculaire que possible. Là-dessus, j'ai que 2 choses à rajouter. Le slow motion, parce que tu vas comprendre que tu es censé regarder au lieu de jouer. Et la musique. Et t'as déjà tout eu en fait. Ça fait 30 secondes, ça fait legit 30 secondes que t'as lancé le jeu, t'as eu le parcours, t'as eu l'impression de liberté, t'as eu le décor. C'est l'une des intros les plus efficaces que j'ai jamais vues dans un jeu vidéo en fait. Et tu ne pouvais pas rater le spectacle. Parce que le niveau entier était pensé pour. Ouais, Mirror's Edge, c'est quand même quelque chose. Pour ceux qui se souviennent pas ou qui n'ont pas joué, c'était un jeu de parcours à la première personne où tu courais sur les toits d'une ville et t'étais dans une espèce de dystopie et t'étais poursuivi par les keufs et tu te retrouvais dans une espèce de machination. Et en fait, ce qui était trop bien dans ce jeu, donc c'était le gameplay surtout, le fait de pouvoir jouer une meuf qui fait du parcours, qui court sur les toits, qui saute, etc. Et en plus, le jeu était vraiment pas pensé pour le combat. C'est-à-dire, en fait, si tu décidais de te battre et d'être un peu bourrin, tu perdais très facilement. Du coup, assez réaliste en fait sur ce plan-là. C'est-à-dire, bon, c'est pas une balle, tu meurs, mais pas loin. Du coup, t'étais un peu obligé de trouver d'autres approches et de jouer plus sur l'infiltration, la rapidité, l'agilité. Et donc le jeu il t'encourageait vraiment à développer tes mécaniques sur glisser le long des murs, sauter, comprendre en fait comment marchaient ces mécaniques. Et ce qui marchait très bien dans ce jeu, et ça rejoint aussi pourquoi la mise en scène est réussie, parce que là en fait Et tu ne pouvais pas rater le spectacle. Ce que montre The Great Review, c'est que c'est vraiment des niveaux couloirs. En fait on te laisse pas le choix d'où aller, donc forcément tu vas te prendre la beauté du jeu. Bon, beauté relative, on est en 2011 je crois, 2012, enfin début des années 2010, donc graphiquement ça a vieilli, mais pour l'époque c'était un beau jeu. Tu te prends en fait la beauté du jeu obligatoirement parce que les niveaux sont construits comme des couloirs, et c'est aussi pour ça que ça marche au niveau gameplay, parce que du coup on te force à faire certaines actions et à comprendre pour continuer, et donc à franchir des obstacles. En fait c'est un jeu d'obstacles et c'est des niveaux couloirs, et en fait les niveaux couloirs c'était la norme au début de la 3D, et c'était la norme encore à ce moment-là parce que les jeux les plus mainstream c'est Call of Duty à ce moment-là, donc il parlera de Call of Duty plus tard d'ailleurs. Du coup c'est vraiment des niveaux couloirs, et en fait je me souviens qu'à l'époque on s'en plaignait, et les journalistes jeux vidéo aussi s'en plaignaient. Et après, on a eu le droit à 10 ans avec que des open world. Et du coup, je crois que maintenant, ça y est, on commence à plus non plus en pouvoir des open world. Mais ça a été un peu la réponse, les mondes ouverts, à des niveaux couloirs comme ça. Et dans un jeu comme Mirror's Edge, en fait, il fallait en rester au niveau couloir, je pense, parce qu'il y a eu un 2, mais qui a complètement flop, et qui était en open world. Et en fait, je pense que c'est contre-intuitif, mais Mirror's Edge, un jeu comme ça où on peut escalader les environnements, c'est pas forcément le mieux de faire de l'open world. En l'occurrence, pour Mirror's Edge, moi je pense que c'était pas une bonne idée. Voilà.
Fin du tunnel. Parce que le niveau entier était pensé pour. Tout un tas de scènes très célèbres ont été amenées comme ça, genre elles sont au milieu du couloir, et t'es obligé de les voir, la girafe dans The Last of Us par exemple, ou la femme penchée sur son berceau dans BioShock, ça c'est un plan de fou, et c'est aussi une exposition incroyable, avec ce plan, plus le plan que vous aurez une fois que vous aurez vu ce qu'il y a dans le berceau, vous savez déjà à quel point la ville est partie dans la folie. Mais s'il y a une franchise qui a pas peur de voir les choses en grand et de te faire Là, il vient exactement sur Call cette of. même chose mais à l'échelle d'un Ouais. niveau tout entier, c'est Code. Code, ils ont dépassé l'étape de foutre des animaux aux fenêtres et de projeter des ombres sur les murs. Ils veulent t'envoyer une image de fou dans la figure qui va te laisser une claque. Et bah ils sont prêts à construire la moitié d'un niveau pour ça. N'importe quel passage d'une campagne de Code pourrait servir à illustrer comment tout a été placé avec attention et pour raconter des trucs. Mais du coup, j'ai juste choisi l'une de mes missions préférées. On démarre dans un bunker, on sait absolument pas où on est ni ce qu'il faut faire. Mais le jeu va nous le dire. On attrape notre première arme, on prend à droite, instantanément pile sur ce timing, on croise un soldat avec les yeux cramés et un autre qui transporte un blessé. Donc, de toute évidence, c'est la sauce. Notez que chaque lumière dans ce couloir a été placée de façon à accentuer le fait que c'est la sauce. La première en bas à gauche, elle illumine les cadavres et les deux suivantes, elles sont placées pour illuminer les soldats blessés sur les murs. D'ailleurs, je reviens en arrière une demi-seconde, mais si vous avez vu la pièce sur la droite au tout début, c'est parce qu'elle est illuminée. Pourquoi ? Pour que vous voyez le soldat blessé sur le lit. Il y a de fait une pièce tout au fond à gauche qui est illuminée alors qu'il n'y a que 3 cartons dedans. Pourquoi ? Pour essayer de générer un petit peu de curiosité chez vous, parce que si vous décidez de la fouiller, il y a un gun doré caché à l'intérieur. D'ailleurs, on est en train de regarder le remaster, vous constaterez que dans le jeu de base, il n'y avait pas de gun doré, et donc la pièce n'était pas éclairée. Puis vous rejoignez votre équipe et tout ce qu'on vous dit c'est il y a des civils qu'on doit évacuer, la zone d'évacuation se fait attaquer, vous devez la défendre. Et qu'est-ce que vous voyez au fond, parfaitement aligné évidemment sur la sortie du bunker, vous voyez le département du commerce. Et soudain c'est attendez une seconde. Et des fois que ce soit pas encore très clair dans quelle ville vous êtes, le premier tournant vers la gauche vous met face au Washington Monument, qui est le truc le plus facile à reconnaître dans cette ville derrière la Maison Blanche. Et donc vous n'êtes pas dans une zone de guerre aléatoire au milieu du désert, vous êtes en train de vous battre en plein cœur de la capitale. Et maintenant que vous vous êtes pris la révélation, on vous met le petit message en bas à gauche qui confirme que c'est Washington, on envoie la musique de Hans Zimmer sur le plan dramatique du département du commerce et ça part. C'est le Capitole au fond. Évidemment, la première route qu'ils nous font prendre est parfaitement alignée pour nous faire voir le Capitole, mais surtout ce plan. Ce plan est absolument phénoménal. C'est la personnification de toutes les craintes des Américains depuis le début de la guerre froide. C'est Washington en flammes après une attaque des Russes. Et contrairement à la chute du bouclier dans Ace Combat, il n'y a aucune chance pour que vous ratiez ce plan et pour que vous perceviez pas l'importance émotionnelle de ce plan parce que tout à des kilomètres a été pensé pour. Parce qu'ils ont choisi que ça se passerait au moment du coucher du soleil, pour que le bâtiment ressorte et pour que les flammes dans le fond de la ville ressortent aussi, comme ça vous savez que c'est la sauce partout. Et puis ils ont creusé le sol, ils nous font avancer dans des tranchées, ça relève le bâtiment par rapport à nous, il prend encore plus de place sur l'image et même, pourquoi le département du commerce ? Ça aurait pu se passer n'importe où, sauf qu'il a le style bien pierre blanche, bien colonne, bien néoclassique des bâtiments administratifs de Washington. C'est le bâtiment le plus typiquement Washington à des kilomètres à la ronde. Et tu le vois en sortant du bunker, tu reconnais la ville instantanément. C'est dans les lignes directrices avec les faisceaux des projecteurs qui pointent vers le bâtiment. C'est parce qu'ils ont mis l'objectif à l'intérieur, c'est parce qu'ils ont mis les ennemis à l'intérieur. Généralement, on regarde dans la direction dans laquelle on nous tire dessus. Ils ont même filé des lance-roquettes aux Russes juste parce que les traînées se voient davantage et tu sais très bien qu'elles partent du bâtiment. Il y a un défaut dans cette scène absolument phénoménale, c'est que le Washington Monument, qui est censé être la confirmation de où tu es, il est Ouais, pour le coup, là, on voit que dalle. pas assez éclairé, il se fond dans le fond du ciel sombre, et je sais pourquoi, enfin je soupçonne que je sais pourquoi, il n'y avait pas ce problème dans la version de 2009. C'est juste le remaster qui a oublié d'amener des projecteurs, et les nouveaux moteurs gèrent la lumière de façon beaucoup moins diffuse, les trucs sont beaucoup plus sombres à moins d'être directement éclairés, et je pense qu'ils se sont dit, on voit bien le monument dans la version du jeu de base, c'est pas la peine de s'inquiéter. Bon, je fais remarquer ça parce que je suis une sombre personne, mais ce que je voulais dire à la base, c'est que le travail sur cette scène est absolument phénoménal, et surtout, ces gens qui ont compris qu'ils bossent dans un médium où ils n'ont pas le droit de tenir la caméra sont devenus des boss internationaux pour diriger le regard. Autre exemple ultra rapide venant d'une autre mission, constatez comment les bombes soulèvent de la fumée en bas de la tour, ce qui fait que vous ne voyez plus rien en bas, vous levez instinctivement le regard, et donc vous avez le regard exactement au bon endroit quand la tour commence à tomber. Bon, là, du coup, c'est plus. Ce tout dernier exemple, c'est plus de la composition de plans. Mais au global, ce dont il parle dans Call of, c'est plutôt du level design. C'est plutôt du. Qu'est-ce qu'on met comment on construit le niveau pour guider le regard du spectateur, enfin du joueur, du coup, justement, pas du spectateur. Le joueur n'est pas que spectateur et c'est ça le problème. Mais du coup, ça c'est facile entre guillemets pour Call of parce qu'ils ont thune infinie et aussi que c'est des niveaux couloirs.
Donc en fait, comme on est dirigé du début à la fin, c'est facile de te montrer plein de choses en pleine immersion. Autre chose, dans les jeux vidéo, souvent quand on veut avancer dans la narration, quand on te raconte une histoire, le truc qu'on fait plutôt, ça va être les cinématiques. Donc on interrompt le gameplay, le joueur n'a plus le contrôle, et on te met un petit film au milieu. Voilà, ça s'appelle les cinématiques. Et c'est hyper commun. Et il en parlera plus tard des cinématiques et de leur mise en scène aussi. Pourquoi il n'y a pas ça dans Call of? Parce qu'en fait, Call of est l'héritier de Half-Life, qui était du coup aussi un shooter à la première personne, et qui était un peu le premier jeu à ramener des événements scriptés, c'est-à-dire un truc plus immersif que les cinématiques, qui est, tu te balades dans le niveau, et à un moment, sur ton chemin, il se passe un truc. Donc il y a un personnage qui va tuer un autre personnage, par exemple, ou typiquement ici, bah en fait, t'es en train de te battre dans Paris, et d'un coup, il y a la tour Eiffel qui se fait bombarder, et qui s'effondre. Les événements scriptés au global, c'est une technique qui est spécifique aux jeux vidéo, et qui a trouvé un moyen d'allier justement interaction et narration. Le problème, c'est que les événements scriptés, ils sont plus faciles à faire quand tes niveaux c'est des couloirs, alors que quand t'es dans un open world et que tu peux arriver dans la ville par n'importe quel endroit, c'est plus compliqué de faire ça. Mais après, je dis ça, mais il y a plein d'open world où il y a quand même des événements scriptés, et les niveaux sont quand même intelligemment construits en mode, il y a une entrée de la ville, et donc quand tu rentres dans la ville, t'entres forcément par cette entrée-là, donc tu vas forcément tomber sur tel personnage qui parle avec tel autre personnage. Bref, en tout cas, c'est des techniques qui existent, qui sont communes en fait. Là, il donne pas les noms forcément des trucs, mais Call of, c'est vraiment des événements scriptés tout le temps, partout, dans des niveaux couloirs, et en plus avec un très gros budget, le budget de Activision du coup. Et c'est ça qui fait que à ce moment-là, ils étaient un peu des pionniers en termes de mise en scène dans le jeu vidéo. Il n'y a probablement aucune bonne non, la raison Tour pour que les Eiffel. hélicos américains arrivent de la direction de la zone qu'ils viennent de bombarder, qui était donc sous contrôle ennemi 5 secondes plus tôt, mais s'ils arrivaient de derrière, vous auriez pas eu ce plan incroyable avec les hélicos et la Tour Eiffel écrasée. Et on fait pas un reportage ici, on fait du cinéma. On aime beaucoup se moquer de code, mais très peu de franchises ont fait autant pour la crédibilité du jeu vidéo auprès du reste du monde. C'est eux qui ont fait réaliser à tout le monde que la machine avec les images sur laquelle les gosses sont scotchés dans le salon est capable de produire des scènes de films hollywoodiens sans jamais retirer la manette des mains du joueur. Et si soudain t'es capable de créer des scènes aussi belles, aussi immersives, aussi prenantes, tout en ayant ce sacro-saint pouvoir que le cinéma aura jamais de vraiment mettre le spectateur dans la scène, soudain c'est dur de dire que le jeu vidéo est pas ce qu'il y a de plus immersif comme art disponible. Ouais, c'est ça, le mot, c'est immersif. J'ai encore 2-3 trucs à dire sur Code, après je vous jure j'enchaîne. Déjà, comme il y a 10 ans c'était les gens qui ramenaient le cinéma dans le jeu vidéo et qu'ils avaient vraiment des quantités stupides d'argent, c'est dans les niveaux de Code qu'on trouve beaucoup des trucs les plus intéressants faits avec des caméras dans le jeu vidéo. Genre, C'est Inception ou quoi, la team? par exemple, voilà un exemple de rare transition de angle du dessus à angle à la première personne en plein milieu d'un niveau, sans interruption du gameplay, et ça marche. Par-dessus tous ces éléments visuels qui servent à amener de l'histoire, de l'émotion, une ambiance, il y a tout un niveau de complexité qu'on n'aborde même pas dans cette vidéo, c'est toutes les aides au gameplay, c'est tous les trucs visuels qui sont là pour que vous restiez pas bêtement coincé au milieu du niveau. On n'en parle pas. Et d'ailleurs, pour moi, il aurait dû en parler. Parce que pour moi, ça fait partie intégrante du jeu vidéo et de comment les gens qui font le jeu vidéo pensent. C'est-à-dire que pour un développeur, là, ce qu'il est en train de montrer, c'est vraiment constitutif de comment on construit un niveau, comment on fait du level design. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, on va mettre à la fois des lumières qui sont pratiques pour guider le joueur, et en même temps des trucs qui sont pratiques pour la narration. Par exemple, voilà, s'il y a un personnage qu'on doit repérer dans la scène et que il faut qu'on aille lui parler, il faut qu'il soit bien visible. Donc la narration et le gameplay en fait sont indissociablement liés.
Lui, il les délie parce qu'il veut parler que de narration. Mais en fait, je trouve que c'est plus pertinent. Et d'ailleurs, ils font beaucoup ça sur Game Next Door, de tout lier, quoi. Enfin, tu vois du point par point, en mode, bon, bah, pour ce qui est du level design, c'est comme ça. Pour ce qui est du gameplay, c'est comme ça. Mais en fait, tout ça, c'est lié, quoi. Les gens qui font le jeu vidéo, ils pensent pas ça séparément. Alors, des fois, il y a plusieurs départements dans un studio, mais dans l'idée, tout ça doit fonctionner ensemble, quoi. C'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pour ça qu'on n'aborde pas les objets qui deviennent rouges pour que vous sachiez lesquels attraper, les murs peints en blanc pour que vous sachiez lesquels grimper. Et on a fait une exception avec la lumière qui indique qu'il faut fouiller la pièce pour le gun doré, mais il y en avait plein, rien que dans cette séquence de Washington. Est-ce que vous avez remarqué ce dernier projecteur qui passe très exactement sur la porte par laquelle vous êtes censé rentrer dans le bâtiment? Et même, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi on se perd pas dans ce bunker? Pourquoi l'action est parfaitement fluide, vous allez parfaitement vers la sortie, il n'y a pas de se perdre? C'est parce qu'une seconde après que vous ayez quitté la pièce dans laquelle vous êtes apparu, la première indication de direction que vous voyez, c'est cette lumière verte en bas à droite. Et c'est la même lumière verte qui vous attend au bout du couloir. Le chemin que vous devez prendre est jalonné en fait. Et même si vous vous dites pas consciemment « Oh là là, ils veulent que je suive la lumière verte », inconsciemment vous savez. Inconsciemment, vous faites. D'ailleurs, ça, c'est un des propres de la mise en scène. Inconsciemment, vous savez, on transmet des informations, des sensations, on induit des comportements, etc. par la mise en scène. Et donc même quand c'est pas conscientisé, même quand on se dit pas je dois aller au fond de ce couloir, la manière dont il est construit et éclairé fait que on sait qu'on doit y aller. Dans cette méthode, on jette au feu à peu près tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo. Il y a certains développeurs qui sont en mode c'est plus j'ai tellement de spécifique, là. trucs à montrer que je crois que je vais quand même reprendre la caméra en fait. Et je comprends bien les 4 angles, figer la caméra, tout ça, le confort du joueur, mais je vais quand même reprendre la caméra en fait. Et vous inquiétez pas, je montrerai les plans les plus beaux, mais je ferai aussi en sorte que ça gêne pas le joueur. Et je le ferai tellement bien qu'il n'y aura pas de soucis. C'est pas un truc que tu peux faire avec n'importe quel type de jeu, c'est un truc que tu peux faire dans un jeu à la troisième personne, parce que la troisième personne a toujours été de loin le plus fluide des 4 angles. Genre, tant qu'on voit à peu près ce qui se passe autour et que le personnage est grosso modo au centre de l'image, ça marche, c'est de la troisième personne. Il n'empêche que c'est un travail de titan. Le meilleur exemple auquel je puisse possiblement penser là-dedans, c'est le niveau d'ouverture de God of War 3. Ça, c'est une dinguerie, ça. Là, c'est le tout premier moment où on nous file les contrôles angle, bien large, bien écarté, parce que c'est le genre de jeu où on tabasse 30 personnes en même temps, il faut pouvoir bien voir, mais tout de suite après, il y a une légère cutscene où le titan éteint le feu sur son bras, donc il ouvre un passage. Et quand on revient dans la baston, soudainement, la caméra, elle reste plus aussi écartée, soudainement, elle s'approche du sol, et quand on bouge, elle se déplace avec nous pour bien mettre en valeur la route qu'on est censé prendre. Bon là, énorme gros plan sur Kratos, il est en train de soulever un arbre à main nue, ce serait dommage de rater ça. Dans le couloir, caméra plaquée au sol, pour vraiment donner cet effet de tunnel. On arrive au fond, clac, on braque à droite pour voir le titan qui arrive. Aussitôt qu'il est passé, on la ramène, on la rebraque vers l'avant, surtout on la repose au sol, parce qu'il faut voir la falaise maintenant, et surtout, il faut voir arriver le boss. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin, j'allais dire jusqu'à la fin du niveau, ça va être comme ça jusqu'à la fin du jeu. À la fin du combat de boss, on se fait lancer contre une falaise. Quand on arrive en haut, la caméra elle se remet pas normalement, elle reste très près du sol parce qu'on a besoin de voir loin, parce qu'ils ont prévu qu'ils allaient mettre Hades au fond du plan. Et puis on prend la corniche, et la caméra elle te montre petit à petit ce qu'il y a de l'autre côté du gouffre. Tu t'es concentré sur ça, tu te dis je me demande ce qui m'attend, en fait c'est un piège, c'est pour te surprendre parce que la bestiole arrive d'en bas. Puis tu arrives de l'autre côté de la corniche, et cette plateforme, vous voyez qu'elle n'a pas de raison d'exister cette plateforme. Vous voyez que l'échelle pourrait juste descendre au niveau où est Kratos, pourquoi elle existe? Elle existe pour pouvoir mettre les deux archers dessus, parce que s'ils sont là, pour qu'on puisse bien les voir, ça leur donne un prétexte pour relever la caméra pour qu'on voit bien le titan qui est au fond. Donc ils ont rajouté une plateforme et deux archers qui n'ont rien à foutre là, juste pour réussir le plan sur le titan et que ça soit pas bizarre. Et puis tu grimpes, et t'arrives dans une zone, et la caméra reste sur le côté. Comme... C'est fou de pas réussir à faire pause. Donc là l'idée c'est de dire en soi les deux archers on s'en fout, et c'est pas spécialement une volonté de gameplay de dire il faut absolument qu'il y ait deux ennemis en plus ici. C'est juste pour diriger le regard. Je sais pas si c'est vrai, mais effectivement, de fait, le plan est plus important que les ennemis en soi. C'était un platformer, comme si on jouait à Céleste. Pourquoi? Pour te faire comprendre que c'est une zone où t'es censé faire de la plateforme. Que pour se barrer, faut se balancer au crochet. Puis tu te balances au crochet, bam, t'arrives sur la falaise. Et à chaque fois que t'avances, la caméra s'éloigne un tout petit peu de la falaise parce que le sujet c'est de moins en moins est-ce que Kratos va glisser et de plus en plus le titan. Et puis t'arrives en haut, et il y a un pont et tu traverses le pont et ça dézoome pour que tu vois bien le bâtiment. Et puis ça rezoome de fou parce qu'il y a Kratos qui soulève une porte. Et de fait, ce genre de mise en jeu, c'est pas pratique pour jouer, hein. Genre quand la caméra elle fait que bouger, enfin c'est ce qu'il disait au début, mais vraiment c'est chiant. Genre là quand ton personnage il s'éloigne dans le couloir et que du coup il devient tout petit et que tu le vois à peine et que...
c'est chiant en fait. Et heureusement que là c'est bien fait. Mais il y a des moments où en fait c'est que là, si au bout du couloir quand on te voit à peine tu devais te taper, ce serait relou. Et donc c'est très facile je pense de foirer ça. C'est très facile de foirer ça et que ça devienne relou. Il y a des jeux aussi qui jouent là-dessus, sur le fait que tu as la contrainte des angles de caméra des développeurs, notamment les premiers Resident Evil, où du coup ça devient une source d'horreur et d'angoisse. Donc pour véhiculer ça aux joueurs, on le contraint, notamment sur ce qu'il peut voir. Et en fait, tout est construit comme des angles de caméra de surveillance un peu. Et comme on doit se taper avec des zombies, qu'on est dans une ville ou des endroits comment dire, hyper glauques et où on est seul, globalement seul, et ben ça renforce l'anxiété par la contrainte en fait. Mais ça doit être hyper bien dosé pour être réussi et je pense que c'est très facile de foirer ce genre d'effet. On laisse la caméra en arrière pour que tu puisses voir arriver le centaure. C'est sans arrêt, c'est non-stop. On a l'impression qu'il y a un petit caméraman volant qui suit le joueur de façon à toujours avoir un angle idéal où tu peux à la fois jouer et profiter au maximum du paysage. Sauf que évidemment non, c'est juste que tout a été prémédité. Les gens qui ont fait ce jeu ont fait un truc qui est long comme 5 ou 6 films mis bout à bout et ils ont réfléchi à pour chaque mètre carré quel est le meilleur angle. Avec l'handicap de fou de il doit toujours permettre de parfaitement voir où t'es et de parfaitement bien jouer. C'est un travail de titan, c'est vraiment un travail de titan. Et surtout, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Ils auraient pu faire 99% du niveau avec une vue à la troisième personne classique qui permet de gommer des ennemis et personne leur aurait rien dit. Ils se sont donné la peine de faire ça parce que c'est l'un des plus grands studios du monde qui faisait l'un des plus grands jeux de cette époque. Maintenant, même une quantité de travail aussi stupide que celle-là marche parce que t'es dans un niveau couloir. Parce que qu'est-ce que tu fais dans un open world ? Non, sans rire. Quand il se balade plus dans un niveau, mais il se balade dans un monde. Et bah évidemment, il doit pouvoir compter sur la caméra tout le temps. Est-ce que c'est pas le moment d'accepter que c'est un jeu vidéo et que la caméra est pas là pour être esthétique ? Parce que c'est pas le moment où on lâche l'affaire. Si t'es phénoménalement déter, mais vraiment phénoménalement déter, tu peux appliquer la stratégie Call of Duty de je construis mon niveau autour d'une scène et tu l'appliques à une région tout entière. Est-ce que vous avez déjà pensé à la topographie de Toussaint ? Ok, j'ai pas la fibre et j'ai archi la flemme de passer 6 heures à retélécharger The Witcher 3 pour cette vidéo, donc j'utilise un montage que j'ai trouvé sur YouTube. Mais c'est pas... Le fait que un mec qui upload des vidéos aussi longues sur YouTube n'ait pas la fibre, ça me fait beaucoup rire. Pas grave, tout ce que vous avez besoin de voir est sur ce montage. Est-ce que vous remarquez que peu importe le paysage qu'il est en train de vous montrer, le gars, vous voyez des montagnes au fond. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu, putain de merde. Vous voyez des montagnes au fond pour deux raisons. Déjà, il y a des montagnes partout. La map est entièrement entourée de montagnes. Et surtout, il n'y a rien de haut au milieu de la map pour vous empêcher de voir les montagnes qui sont au fond. C'est ça qui est important à remarquer. Tout ça est construit comme une cuvette. Tout le relief est sur le côté. Pourquoi ? Parce qu'au milieu de la carte, il y a le château qui est immense et féerique et magnifique et qu'on peut voir de très loin. Et c'est le but. Parce que si toutes les montagnes sont sur le bord de la carte, il n'y a jamais rien pour cacher votre vue du château. Exactement comme à Disneyland. Walt Disney avait designé Disneyland exprès pour que le château soit visible de à peu près partout dans le parc. C'est des projets et Walt Disney mettent le château au milieu avec rien pour briser la ligne de vue pour exactement la même raison, qui est que si à n'importe quel moment tu peux lever les yeux et voir un château de conte de fées, ton cerveau se dit « mais je suis dans un conte de fées ». Méthode bonus. En avoir absolument rien à foutre. Du coup, l'exemple de juste avant de The Witcher 3, c'est aussi du level design. Du coup. Donc c'est plus seulement la caméra, c'est vraiment l'environnement, comment l'environnement est agencé. Et c'est vrai que c'est une prise de tête, je pense, de ouf pour que y ait cette richesse esthétique et signifiante, en plus de toutes les contraintes de gameplay, quoi. Pourquoi est-ce que la caméra cinématique dans GTA fait autant film ? C'est très simple, elle fait les deux trucs qu'une caméra de jeu vidéo a jamais le droit de faire. Pour moi, cette cam, elle fait pas forcément film. Des fois, elle fait plus reportage télé. Mais oui. Change d'angle toutes les 3 secondes et elle prend des angles où on voit que dalle.
Elle est acceptée pour 2 raisons, qui est une, qu'on n'est jamais obligé de l'utiliser, et 2, c'est Rockstar. Ils font globalement ce qu'ils veulent. Parfois tu fais C'est quand tu conduis une voiture et que tu joues avec cet angle, en fait, on dirait. Enfin, moi, je me souviens que quand je jouais à GTA et que je faisais ça, j'étais vraiment en mode oh là là, regarde, je passe à la télé. J'avais envie de rajouter une interface en mode on me voit en train de faire des dingueries à la télé de San Andreas. n'importe quoi avec la caméra, et tu laisses pas le choix au joueur, et ça marche. Parce que t'as créé le gameplay pour qu'il soit très tolérant, c'est pas grave. Et là, du coup, ça va être un peu la même chose que God of War pour moi. C'est pas vraiment une autre catégorie. Parce que. Enfin, du coup, il revient en fait à un exemple similaire à God of War. On va voir. Nier Automata est un très très bon exemple de ça. Ça. Vous vous souvenez de cette intro absolument incroyable avec les angles de caméra qui changent tout le temps. Des fois c'est un shoot them up, des fois c'est à la 3ème personne, truc de fou. Regardez ce joueur. C'est pas moi qui joue là. Ce joueur, au moment où la caméra change d'axe, ce qu'elle n'est pas censée faire, alors qu'il reste des projectiles à l'écran, il se fait pousser sur les projectiles. Pas parce qu'il est en train de bouger, juste parce que la caméra est en train de faire n'importe quoi. Sauf qu'à ce moment-là, il perd un 5e de sa vie. Il se dit oh là là, le changement d'angle est incroyable. Et c'est la meilleure intro que j'ai jamais vue. Il en a rien à foutre parce que les conséquences sont quasiment non existantes. Mais la conséquence pour le studio, c'est que l'expérience qu'ils ont designée fonctionne qu'à condition d'être globalement facile. Parce que la version de Nier Automata où tu te fais one shot par tout ce qui te frôle, elle existe. Et elle est vraiment pas marrante. Donc tu fais le mode très difficile et tu te rends compte qu'un mode, qui est déjà frustrant parce qu'il est très mal équilibré, devient proprement insupportable parce que le directeur se prend pour Tarantino. Ce dézoom dans le niveau avec l'usine, il est magnifique. Il est magnifique, est-ce que c'est... Alors certes, du coup ça ne fonctionne qu'à condition d'être globalement facile. Ça c'est en point commun avec God of War 3 qu'on a vu avant parce qu'en fait globalement God of War c'était des giga blockbusters et ça s'adressait à un très grand public. Donc faut pareil que l'expérience soit accessible. Mais de toute façon, IMO, les guide good, c'est-à-dire les mecs qui sont en mode soyez meilleurs pour être digne d'être l'élite et de jouer à nos jeux. Il y a beaucoup de gens comme ça, par exemple sur la commu Dark Souls. Allez vous faire foutre, en fait. Je pense vraiment que les gens qui sont élitistes avec la difficulté dans les jeux vidéo compensent quelque chose dans leur vie et qu'ils ont un ego surdimensionné. Je pense que dans l'accessibilité du jeu vidéo, on a un énorme effort à faire encore aujourd'hui, et notamment sur la difficulté, parce qu'on n'a pas forcément toujours conscience qu'il y a des gens qui sont des joueurs et joueuses très occasionnels, et que ce serait cool s'il y avait plus de jeux qui étaient plus accessibles. Et d'ailleurs sur ce point-là, il y a Céleste qui est un bon exemple, parce que c'est un jeu où à tout moment tu peux enlever ou remettre certains éléments de difficulté. C'est un jeu très difficile, Céleste, mais où tu peux personnaliser plein d'éléments de difficulté pour rendre l'expérience un peu accessible comme tu veux. Et en fait, si tu veux juste finir le jeu, on peut vraiment te faciliter la vie. Et au contraire, si tu veux que ce soit un énorme challenge, on peut vraiment aussi te rendre la tâche plus difficile. Donc c'est à toi de choisir. Et je trouve que ça, c'est un vrai sujet dans le jeu vidéo, la difficulté et l'accessibilité de beaucoup d'expériences. Parce que quand tu as grandi avec les jeux, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment pas du tout pareil que quand tu découvres les jeux à 25 ans passés parce que ton mec est un gros geek et que du coup, t'es un peu à la ramasse sur la partie difficulté et t'as pas forcément envie que ce soit dur, en fait. T'as juste envie de vivre une expérience sympa. Bref. C'est pour dire qu'on est seul? Est-ce que c'est pour dire qu'on est insignifiant? Je sais pas, je me suis pas posé la question. J'étais occupé à lancer ma manette contre le mur parce que maintenant les trucs qui peuvent me one-shot font 2 pixels de haut. Ce boss pareil. C'est stylé de l'affronter dans une tempête de poussière dans laquelle on voit que dalle. C'est pas stylé au moment où le frôler te renvoie 15 minutes en arrière, c'est tout. Oui, donc moralité sur Nier Automata, le jeu n'est pas pensé pour un mode où on se fait one-shot tout le temps. Mais comme tous les jeux quasiment, pour le coup... Il y a peu de jeux qui sont jouables dans ces conditions-là, sauf si on veut se faire une expérience méga hardcore. Et c'est ok aussi de vouloir se faire une expérience méga hardcore. Juste, le jeu n'est pas conçu pour ça. Le développeur n'a pas pensé à ça. Et globalement, même Dark Souls, qui sont ces jeux qui ont une réputation élitiste et très difficile, ne sont pas non plus pensés pour un mode où on se fait one-shot à n'importe quelle attaque. Ce serait plus proche
d'un jeu jouable, parce que Dark Souls c'est très difficile et que il y a vraiment des fois des gros boss où genre en 3 attaques t'es mort, donc tu t'as pas trop le droit à l'erreur. Mais même Dark Souls n'est pas pensé pour je me fais one shot dès que je me fais toucher. Et c'est la deuxième fois de la vidéo que je reproche à un jeu de laisser la mise en scène un petit peu trop empiéter sur le gameplay, et ils viennent du même endroit. Ok, méthode 6. Je crois que c'est la sixième. C'est la sixième. Ok, ça va être un renvoi à la méthode 1. Il y a autre chose que la couleur qui se remarque peu importe ce que fait la caméra. Le son. Ok, techniquement le son ça se regarde pas. Est-ce que c'est encore de la magie du cinéma? C'est vrai que les premières définitions de la mise en scène comprenaient uniquement ce qu'on pouvait voir dans une scène, mais ça marche, regardez. Début de Bodyguard. Alors, il va utiliser un très bon exemple, mais même sans ça, oui. Parce que le cinéma est un art audiovisuel. Et dans audiovisuel, il y a audio, ma gueule. Donc, évidemment que le son fait partie de la mise en scène. Et c'est parfois négligé dans certaines analyses qu'on peut avoir, mais le son est tout aussi important dans la vidéo que l'image. Ok, on essaye de nous dire que le personnage il a été traumatisé par la guerre. Un réalisateur pas inspiré nous l'aurait foutu 5 minutes dans une pièce avec un psychiatre et il aurait dit oh là là, la guerre, les cauchemars, tout ça. À la place quoi? À la place, le train dans sa tête fait pas des bruits de train. C'est simple, c'est court, c'est élégant, ça marche. Et là, cet exemple-là, je trouve que c'est un très bon exemple parce que c'est très subtil. Et en fait, quand tu vois le film, je pense que t'es pas à ce moment-là, tu es pas du tout forcé à comprendre. Et même, je pense qu'il y a plein de spectateurs qui ne vont pas comprendre à ce moment. Et qui vont comprendre à un autre moment que le personnage est traumatisé par la guerre. Et c'est bien parce que du coup, ça veut dire que soit tu le comprends tout de suite, ou tu le supposes, c'était plutôt perspicace, et si tu l'es moins, ça sème des graines dans ton inconscient, et ça prendra sens plus tard. Et donc, le film gagnera à la relecture aussi, parce que en revoyant le film, tu te diras « Ah putain, mais en plus le train, il fait pas un bruit de train !» Enfin bref, c'est très subtil, et c'est très... voilà, très bon exemple. c'est le même art de dire des trucs sans avoir à parler. De la même façon, regardez comment Ridley Scott utilise d'un côté la cacophonie et de l'autre le silence pour présenter les Somaliens et les Américains, qui sont les deux camps qui s'apprêtent à se rentrer dedans. C'est la chute du Faucon Noir, si je dis pas de bêtises. C'est pas fou de se dire qu'on peut savoir qu'on est passé d'un camp à l'autre juste en regardant le spectrogramme de la scène? Moi je trouve ça fou, moi je trouve ça incroyable. Et dans le jeu vidéo, miracle, t'as presque autant de liberté en matière de musique qu'au cinéma, presque hein. Évidemment, écoutez suffisamment de soundtrack et vous réaliserez que c'est super déséquilibré, c'est 99% de musique d'ambiance pour genre 1% de vrais sons de 3 minutes avec des paroles. Oui, bon, de fait, il se contredit tout de suite, hein, mais... Après, t'as plus de liberté que genre à la radio. Puisque on n'est pas obligé de faire des musiques de 3 minutes avec des paroles. Mais oui, de fait, la partie chanson et paroles, c'est réservé à quelques moments précis parce que pendant que tu joues, t'as pas envie d'entendre quelqu'un qui chante en boucle, quoi. Parce que les musiques d'ambiance, elles vont mieux sur le gameplay. Ils subissent aussi la tyrannie du gameplay. Mais, en vrai, ils sont quand même beaucoup plus libres et donc ils peuvent faire plein de choses. Si vous avez jamais joué à Zelda Majora's Mask, le principe est que au bout de 3 jours, c'est la fin du monde. Au bout de 3 jours, il y a une lune absolument terrifiante qui s'écrase sur nous et tout le monde meurt. Et si vous trouvez pas comment l'arrêter en 3 jours, c'est fin du monde et retour à la case départ parce qu'on est dans une boucle temporelle. Bref, je suis un compositeur talentueux. J'aimerais que la musique de la ville principale du jeu participe au stress de la situation. Du coup, voilà le thème de Bourg-Clocher, qui est la ville du jeu, le premier jour. Y a aucun souci, écoutons la musique du deuxième jour. Ça va plus vite,
comme si d'un coup les musiciens s'étaient rendus compte qu'ils ont plus tant de temps que ça. Il y a plusieurs instruments qui se sont barrés, ça lui donne un côté vide et inquiétant, mais surtout maintenant, il y a ces espèces de sons dissonants à l'arrière, toujours derrière l'oreille, toujours en train de déranger. Et le résultat, c'est que ça représente parfaitement l'état d'esprit des habitants qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de pas normal, mais qui savent pas ce qu'ils peuvent y faire, et donc ils essayent juste de pas y penser. Et puis il y a le jour 3. Et alors là, la musique du jour 3, elle tape cet équilibre improbable entre léger et ultra menaçant. Quelle horreur. Quelle horreur de jouer. J'avais avec ça dans jamais les oreilles. entendu une musique dire à la fois « cours pour ta vie » et « allonge-toi au soleil » avant d'entendre Majora's Mask. Non seulement ça fait transpirer la première fois, mais l'immense avantage de la musique, c'est qu'on s'y fait jamais vraiment. Parce qu'après une quinzaine d'heures sur le jeu, on finit par s'habituer à boucle temporelle, fin du monde, je l'ai déjà fait 8 fois. Mais il y a quelque chose dans le fait de débouler sur la place du village et de se faire accueillir par ça. Oui, Qui continue d'être terrifiant après une, avec la grosse après lune qui fait 5 peur là. ou après 15 heures. Dans Journey, vous pouvez communiquer avec votre coéquipier, mais pas en parlant, en faisant des petits bruits. Vous pouvez faire des blim blim blam. Ok ? Voilà une utilisation du son qui serait impossible dans un film, qui est purement vidéoludique. Ces blip blip blap seront toujours dans la tonalité de la musique qui joue pendant le niveau que vous êtes en train de faire. Ça veut dire que les notes vont avec la musique. Ça veut dire que vous et votre coéquipier, en vous parlant, vous rajoutez sur le thème de base des notes que personne d'autre entendra. Ça veut dire qu'à vous deux, vous créez une musique qui n'appartient qu'à vous. Bon, après ça, j'ai envie de dire logique. À partir du moment où tu donnes la possibilité aux joueurs de faire des notes, heureusement que c'est pas dissonant. Là, pour le coup, l'idée est très bonne du coup, mais s'émerveiller du fait que ça va avec la musique de fond, bah ouais, it makes sense quoi. Enfin, je veux dire, ou alors tu mets pas de musique de fond, mais. Exemple vachement connu, mais dans Dark Souls 1, à chaque fois que tu affrontes un boss, les musiques généralement elles ressemblent à ça. From Journey to Dark Souls. Et puis t'arrives sur le boss de fin, dernier combat, le plus glorieux de tous, et la musique elle ressemble à ça. Je viens d'avoir un flash dans ma tête. J'avais cet exemple en tête, mais j'avais pas fait le lien avec un épisode de Game of Thrones que peut-être certains d'entre vous auront tout de suite en tête, où, contrairement à tout le reste de la série, on n'a pas des musiques qui sonnent un peu médiévales, mais on a un piano mélancolique. Et en fait, parce qu'il va se passer un truc de ouf dans cet épisode, peut-être un des trucs les plus ouf de la série, ça arrive très 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 tard, hein. Je crois que c'est peut-être saison 6 ou 7, assez tard dans la série. Et donc, avoir ce piano à ce moment-là, c'est bizarre. Et donc pendant tout l'épisode où il y a une espèce de machination qui se met en place, il y a ce piano, et on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Et en fait, ça nous hype pour la dinguerie à venir, parce que le climax de l'épisode est une vraiment grosse dinguerie. Et en plus, à ce stade-là, ça fait plusieurs saisons déjà qu'on sait que les fins de saison, les épisodes 8, 9, 10 en général, c'est là où il se passe des grosses dingueries auxquelles on peut pas s'attendre. Et du coup, c'est assez ouf d'avoir pensé à ça. Et en fait, je me rends compte que peut-être que les gens qui ont choisi de mettre cette musique à cet endroit, ils ont juste joué à Dark Souls 1. Et c'est ouf, parce que Dark Souls 1 est sorti bien avant cette saison-là de Game of Thrones. Et donc, c'est assez ouf en fait. Je suis en train de me rendre compte qu'on a peut-être un exemple clair et fort où un jeu vidéo a impacté une œuvre audiovisuelle qui elle-même a eu un impact monstrueux culturellement, plutôt que l'inverse. Parce que très souvent c'est l'inverse, c'est le jeu vidéo qui s'inspire du cinéma, puisque le cinéma lui préexiste. Mais là du coup, incroyable. Incroyable exemple. Du coup, là lui c'est juste dans le jeu, mais on fait un même procédé au cinéma et ça marche. Dans une série. Parce que tu t'es fait avoir. Peu importe qui tu as cru, peu importe quelle fin t'es sur le point de débloquer, ça ne va pas bien finir. Mais tu le sais pas à ce moment-là. Vraiment à ce moment-là, c'est ta première partie, tu penses que t'es un héros et que t'es à 2 secondes de sauver le monde.
Et le premier élément qui t'indique que ça ne peut pas bien finir, c'est la musique. Ok, côté sound design, c'est très simple. Quand on me demande c'est quoi le sound design qui t'a le plus marqué en 20 ans d'existence, c'est le bruit des clickers dans The Last of Us. J'ai pas joué. C'est si terrifiant et en même temps si unique que j'ai fait ce game une fois, c'était il y a 12 ans, je m'en souviens, je n'oublierai jamais ce son. Je sais déjà que j'oublierai jamais ce son. Bon là Je c'est sais un peu déjà un que si on me fourre-tout pose de la plein de question sur trucs. mon Hein. ignore c'est quoi le bruit des clickers, Parce que je c'est peux le te faire son. ce truc qui est horrible. Toujours sound design, tout Elite Dangerous c'est absolument hors du commun. Elite Dangerous, le sound design est vraiment... Alors si vous êtes au bon endroit pour voir un vaisseau géant qui finit son bond dans l'hyperespace, non seulement vous entendez les protestations de l'univers entier dans lequel on a percé un trou, mais vous entendez les grincements de la coque qui vous font réaliser en résonnant à travers l'espace à quel point le truc est immense. Ok, ultime méthode. À la base, je voulais pas faire cette dernière méthode parce que c'est la méthode qui parle des cinématiques. Et je me disais, il n'y a pas d'intérêt. Dans une cinématique, il n'y a aucune des contraintes du gameplay. Une cinématique, c'est vraiment juste un film qui tape l'incruste dans un jeu. Mais en vrai, de vrai, il y a tellement de trucs intéressants à dire. Pour ce qui est des gros trailers qu'on voit généralement pendant les conférences ou en ouverture d'un jeu, il n'y a aucun problème. Ils ont rien à apprendre du cinéma, ils savent tout faire. Ils savent... Attendez. Il y a un spam dans le chat. Ça fait longtemps ça. Alors comment je fais déjà pour... Tac, attendez. Ah voilà. Voilà. Ouais, excusez-moi pour cette interruption. Et du coup, ça fait aussi un bruit de notif quand je banne. Intéressant. Intéressant. On reprend la vidéo. Utiliser les contrastes de couleurs pour montrer l'opposition entre deux camps. Ils savent au contraire montrer que des gens sont dans le même camp en positionnant les acteurs les uns par rapport aux autres. Ils savent mélanger les influences pour créer des endroits incroyables, ils savent raconter une histoire entière en 2 minutes, ils savent t'attacher à un personnage que tu connais depuis 13 secondes, ils savent balancer la bonne musique au bon moment. Il y a beaucoup de cinématiques de MMO là. Il n'y a pas de galère. Le truc c'est que généralement ils sont pas faits dans le moteur du jeu, généralement ils sont même pas faits par le studio, ils sont faits par des studios spécialisés et on est vraiment très très loin de notre sujet d'origine. Donc on va vraiment passer à autre chose. Ok, nouvelle proposition. Qu'est-ce qui se passe si ton jeu, globalement, c'est une cinématique ? Quand le gameplay est tellement discret que le développeur récupère ce droit de posséder la caméra partout parce que l'action du joueur se limite à choisir des options de dialogue par exemple, soudain n'importe quel studio un petit peu ambitieux, un petit peu compétent se remet à faire des trucs de film en fait. Dans Détroit c'est simple, ils savent que du début à la fin ça va avoir une tête de film, ils savent qu'on va les attendre sur la mise en scène, tu peux analyser n'importe quel moment de Détroit comme c'était une scène de film et ça marche, il y a le même niveau de richesse. Tout premier truc qu'on voit une seconde après avoir lancé la partie, c'est quoi le premier plan ? Sa veste, qui nous dit qu'il est une machine. Donc le premier message c'est une machine. Et le plan juste après, c'est qu'il fait mumuse avec une pièce. Et même s'il a été programmé pour faire ça pour avoir l'air plus humain, c'est pas logique de le faire dans un ascenseur, il est tout seul. Donc en fait il fait ça parce que ça l'amuse, c'est pas un comportement de machine. Est-ce qu'il a une conscience du coup ? Toute l'intrigue du jeu c'est de savoir si les machines ont une conscience ou pas. Et c'était indiqué dès les 2 premiers plans en 3 secondes. Une seconde après on a ce plan. C'est toujours la même opposition mais c'est encore mieux fait parce que c'est en une seule image. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous voyez à la fois le cercle lumineux dans sa tête qui confirme que c'est une machine, mais il lève les yeux. Pourquoi il lève les yeux ? Pour regarder les étages qui défilent. Il est impatient. C'est pas impatient un ordinateur. Poser un ordinateur dans une cage d'escalier, on n'a rien à foutre de savoir s'il met 30 minutes ou une seconde à arriver. Bon, de fait, du coup, sur Detroit Become Human et tous les jeux qui sont des films interactifs, effectivement, tu peux analyser la mise en scène de chaque plan comme si c'était un film, parce qu'en fait, c'est un film. Il y a toujours un peu cette question de la limite entre les deux. À quel moment, en fait, c'est un film et c'est plus un jeu. Bon, c'est peut-être les deux en même temps hein, aussi. Moi, c'est pas trop ma cam, j'avoue. Je trouve que du coup, c'est hyper limitant et qu'on perd très 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 fort l'intérêt d'un jeu vidéo quand
on a un film interactif. J'ai pas joué à Detroit Become Human et tous ceux qui ont joué m'ont dit que c'était incroyable. Mais ça m'attire pas à cause du fait que c'est un film interactif. J'ai l'impression que c'est quand même mieux foutu que beaucoup de films interactifs où c'est juste des QTE tout le temps et on te dit juste sur quel bouton appuyer à quel moment. Parce que ça ce serait moins bien qu'un jeu de rythme en fait. Mais du coup, moi j'avoue que j'aime pas trop les jeux qui ont une narration aussi présente et aussi directive. Et même quand c'est moins que ça, mais que c'est des triple A dans lesquels il y a beaucoup de cinématiques ou alors beaucoup d'événements scriptés, comme on a mentionné dans Call of Duty ou dans Mirror's Edge. Quand il y en a trop tout le temps, moi ça me saoule, ça me sort du jeu et je préfère les jeux où il y a plus de place au gameplay que à la narration. En fait, je trouve que la narration dans un jeu, c'est pas du tout essentiel à faire un bon jeu, c'est très secondaire, et qu'un jeu peut avoir une très bonne narration et être un mauvais jeu, ou un jeu très moyen. Je sais pas à quel point le gameplay de Detroit Become Human est bien ou pas, parce que personne en parle. Parce que tout le monde parle que de la narration et du scénario. Et pour moi, là où le scénario d'un film peut être plus déterminant sur sa qualité, même si c'est pas non plus le seul élément, je trouve que dans un jeu, on peut vraiment complètement s'en foutre, quoi. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, dans un film aussi. L'important dans un jeu, est-ce que c'est fun ? Est-ce qu'on passe un bon moment ? Est-ce que le gameplay est intéressant ? Est-ce que j'ai envie de continuer à jouer ou est-ce que j'ai envie d'aller faire autre chose ? Donc, je comprends pas les gens qui aiment les jeux dirigistes. Moi, ça me sort toujours très très fort. Voilà, c'était mon coup de gueule. Puis il y a un gros plan sur la pièce, liberté, le deuxième gros thème de ce jeu, avec les machines qui vont essayer de se trouver un pays où elles seront libres, et 1994, la date de l'arrivée au pouvoir de Mandela, avec un peuple opprimé qui se trouve enfin un leader. Parce que le foreshadowing, c'est cool. Et puis il arrive, et vous avez vu le changement ? D'un coup il est parfaitement droit, il regarde devant lui, il bouge plus, là c'est une machine. Pourquoi ? Parce qu'il y a un humain dans la salle d'entrée. Et soudain, on se dit que peut-être les relations humains-android sont pas au mieux dans ce jeu. Peut-être que c'est dangereux pour une machine d'avoir l'air un peu trop humaine dans ce monde. Évidemment, on va le découvrir plus tard. Mais là, pour l'instant, le jeu a commencé depuis 15 secondes. Il n'y a pas un mot qui a été échangé. On sait déjà tellement de choses. Cette intro est super classe. Et c'est pas tout. Now You See It, cool chaîne YouTube, très cool chaîne YouTube, a fait une super vidéo sur l'utilisation des formes au cinéma. Et le rectangle est souvent, pas toujours, mais souvent utilisé pour donner l'impression qu'un personnage se sent enfermé ou qu'il est carrément pris au piège. Et 5 secondes après cette incroyable intro dans l'ascenseur, on réalise qu'on nous a appelés pour une prise d'otage. Et est-ce que vous avez remarqué qu'en plus de tout le reste qui rend cette scène remarquable, les néons sur l'immeuble au fond sont utilisés pour renforcer l'impression qu'il est complètement pris au piège, il sait pas où aller. Et les 2 minutes d'analyse, ça fait prétentieux de dire analyse. Bah, les 2 minutes qu'on vient de faire là sur Détroit, on peut le faire sur n'importe quel passage de Détroit. C'est un jeu qui fait plus d'efforts de mise en scène que la majorité des films qui sortent. Et il dure 12 heures. Alors que la majorité des films qui sortent, je sais pas, mais parce que dire la majorité, c'est un peu comment dire, c'est un peu généraliste, quoi. En fait, faudrait analyser beaucoup de films pour dire ça. Et de fait, tous les films réfléchissent leur mise en scène. Donc calme-toi avec tes envolées. Et c'est pas parce qu'il y a un surcadrage quand le mec il est en haut de l'immeuble et qu'il prend une fille en otage que c'est de la grande mise en scène. Ça c'est hyper basique comme effet de cinéma. C'est juste que dans un jeu, de fait, et encore plus quand t'es pas dans une cinématique, c'est pas commun. Mais bon, là t'es quand même un peu dans une cinématique. Donc même dans les jeux c'est commun. Mais donc calmons-nous. En fait, il y a cette moquerie un peu qui est née sur The Great Review et que je partage un tout petit peu quand même. C'est le fait de rire du fait qu'il va tout le temps dire ça n'a jamais été fait avant, machin. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment unique. Très en phase, très empoulé. Alors que des fois, il va parler de trucs qui sont normaux. Qui sont communs, c'est juste qu'il prend un exemple, mais c'est pas parce que tu prends un exemple que ce truc là c'est le meilleur exemple et que c'est la seule fois où ça a existé dans l'histoire. Voilà, après ça c'est les codes du storytelling, mais bon voilà, il y a notamment attendez, je vais vous montrer en vrai, hop là, ça c'était la musique. Je sais pas si je vais retrouver l'exemple facilement ou pas.
Euh, Ouais, voilà. Alors c'est ce youtubeur là. Un peu. Après tout, on est là pour ça. J'espère que vous lanciez pas cette vidéo en vous Bon, en fait, je sais pas si ça va être un peu laborieux, mais au moins comme ça, je peux vous recommander un youtubeur. Euh, Arcade est l'un de mes youtubeurs préférés. Et en fait, il a fait une vidéo sur Call of Duty. Et dedans, il a un running gag où il fait que de se moquer de cette tendance qu'a The Great Review à dire ça n'a jamais été fait avant. Il y a pas mal de refs à The Great Review où il se moque un peu. Et c'est très drôle. Mais il se moque gentiment et il s'autocritique aussi lui-même en disant moi je reproduis aussi ces schémas-là et tout. Bref, il s'arrête pas juste à la moquerie. Et au-delà de ça, sa vidéo est hyper intéressante. Donc voilà, je vous recommande d'aller vous abonner à Arcade. Et je vais pas aller m'aventurer à chercher un exemple d'un moment dans la vidéo où il le fait parce que ça va être laborieux et que vous avez déjà compris l'idée. Juste allez voir cette vidéo et toutes les autres de Arcade parce que c'est passionnant. Voilà. Et que ce sont des essais vidéo qui mêlent... D'ailleurs, on pourra faire un react à une vidéo de Arcade un de ces jours, pourquoi pas. Ça mêle, en fait, c'est des vidéos essais qui mêlent analyse artistique et propos politiques. En fait, il va toujours se servir d'une œuvre pour parler d'un sujet de société et en documentant aussi le fait de société et en croisant les deux et en amenant une réflexion. Donc cette espèce de dissertation hyper poussée avec en même temps plein d'humour un peu à la Chroma, Karim Debache pour faire passer la pilule. Donc c'est super, super bien foutu et on pourra regarder ça un de ces jours carrément. Allez. Et les 2 minutes d'analyse, ça fait prétentieux de dire analyse. Bah, les 2 minutes qu'on vient de faire là sur Détroit, on peut le faire sur n'importe quel passage de Détroit. C'est un jeu qui fait plus d'efforts de mise en scène que la majorité des films qui sortent. Ouais, tout ça Et pour il dire dure dose. 12 heures. Dose, Augustin. Pas 2. Mais il va doser d'ailleurs. Maintenant, et même si on met énormément de respect sur les efforts de Quantic Dream, c'était leur job. C'était vraiment leur job. Ils avaient 2 jobs. Écrire une histoire en embranchement qui fait sens, qui est intéressante, et ça, faire de la mise en scène. Mais dans n'importe quel jeu où il faut réfléchir à est-ce que la map est trop grande, c'est quoi le gameplay, c'est quoi les mécaniques, est-ce que c'est fun, est-ce que l'équilibrage est là, c'est normal que ce spell fasse exploser 50 gobelins. Tellement de trucs à gérer pour un développeur que personne s'étonne qu'il expédie les cinématiques. Personne demande pourquoi la cinématique dans Fable c'est un zoom, personne demande pourquoi les dialogues dans Skyrim ils ressemblent à ça. Assassin's Creed, ils ont été malins. La moindre conversation dans ce jeu ressemble à une conversation de cinéma, parce qu'ils ont utilisé cet angle par-dessus l'épaule. Que vous avez vu dans 1 million de films, parce que c'est l'angle par défaut pour filmer une conversation, c'est celui que tu utilises quand t'as rien de particulier à dire avec l'image ou quand t'as la flemme de chercher un meilleur angle. Or, 95% des dialogues sont comme ça dans ce jeu. Allez chercher Assassin's Creed Odyssey Movie sur YouTube, cliquez au hasard, dites-moi si vous tombez pas sur du par-dessus l'épaule. Et c'est pas parce que le gars en charge des cinématiques était pas inspiré, c'est encore mieux que ça. Les cinématiques dans leur grande majorité sont pas faites à la main, ils ont codé un programme qui fait par-dessus l'épaule d'un personnage, puis de l'autre personnage en fonction de qui parle. Et donc ces cutscenes, pensées pour donner l'impression qu'il y a un réal aux commandes, elles sont complètement automatiques en fait. Est-ce que du coup, c'est pas un peu ce qu'il y a de plus proche d'un cinéma généré par IA? Que si on demandait à une IA de faire une scène de dialogue, ce serait filmé comme ça. Je sais pas, hein. J'ai pas... je me suis pas plongé dans les vidéos faites par IA, mais je pose la question. Mais je pose la question! Et même si l'équipe en charge des cinématiques se motivait à faire mieux, elle pourrait pas. Faudrait qu'elle ait des trucs intéressants à mettre dans ses plans. Donc faudrait demander à l'équipe en charge de la map de faire des changements, et évidemment il y a archi pas le temps. Ce que Ubisoft dit quand ils sortent un jeu avec 95% de par-dessus l'épaule, c'est frère, nous aussi on a vu des films. On sait à quoi ça ressemble, c'est très très bien. Mais on a fait une map de 200 km². Dessus, il y a 150 quêtes, 20 000 lignes de dialogue, 200 heures de jeu, on a un système de combat et un canasson, et tout ça, ça doit sortir l'année prochaine, parce que Guillemot doit pouvoir acheter son 3e yacht. Personne n'a le temps de filmer parfaitement la petite fleur bleue pour montrer que le personnage est nostalgique, personne. Et vous savez, tout le monde est d'accord avec eux. Personne ne leur reproche, moi y compris. J'ai lu 1000 critiques différentes sur Odyssey, j'ai jamais lu « Oh là là, ils sont un petit peu paresseux sur leur mise en scène ».
tout le monde est d'accord qu'ils font un art où il y a tellement de trucs à gérer que la mise en scène, c'est pas la prio. Même si Ubisoft n'avait pas les calendriers de sortie ridicules qu'ils ont, la mise en scène serait pas la prio. C'est pour ça que c'est d'autant plus impressionnant quand un RPG qui a 12 000 autres trucs à gérer décide de tryhard quand même. Et il revient The Witcher. Ok, dans The Witcher 3 aussi, il y a une map de 150 km², et des bastons et un canasson et 300 quêtes, toutes très intéressantes d'ailleurs, qui ont dû demander autrement plus de travail d'écriture et de modification de map que les quêtes FedEx honteuses qu'il y a dans Odyssey. Mais ce truc qu'on a fait avec Détroit, de trouver 1000 détails dans leur cinématique parce que c'était leur job, bah je peux le faire dans The Witcher. Je peux le faire à peu près partout dans The Witcher. Au début du jeu, il y a cet arc avec le baron sanglant, qui est absolument incroyable d'ailleurs. Et on nous parle de ce baron, on nous dit c'est la brute épaisse qui terrorise la région avec ses hommes. C'est un chef de guerre, il est méchant, il est cruel, en plus c'est un traître. Il était un soldat du Nord, maintenant il travaille pour l'Empire qui a envahi du Sud. Il n'y a rien de bien à propos de lui. Et puis on le rencontre. Déjà, il fait boire les envoyés de l'Empire dans une bouteille qui porte les armoiries du royaume qui était là avant. Et si vous pensez que c'est un hasard, n'oubliez pas qu'ils ont à peu près 85 assets de bouteilles différents parmi lesquels choisir quand ils font un jeu comme ça. Donc, peut-être qu'il travaille avec l'Empire parce qu'il n'a pas le choix, mais il en est absolument pas ravi. Et ensuite, il nous amène dans son bureau. Question sur la bouteille. Est-ce que c'est les réalisateurs de la cinématique qui pensent à ça et qui vont se dire on va sélectionner 7 assets de bouteilles pour donner potentiellement un sens plus profond, ou est-ce que c'est les modélisateurs qui ont les mecs qui font les artistes 3D qui ont mis cette bouteille à cet endroit auparavant spécifiquement, parce qu'a priori c'est plutôt les gens qui vont réaliser qui vont avoir une vision d'ensemble, donc c'est eux qui vont dire ok on va mettre cet asset de bouteille et qui vont demander ensuite aux techniciens de le faire. Je pense que c'est plus ça qui se passe, mais je me demande en fait dans quel ordre ça marche quand en fait t'es dans un studio de jeux vidéo et que t'as 12 000 départements, parce que pour le coup c'est des projets sur The Witcher, c'est vraiment très grosse prod. Qui est responsable en fait? Qui est derrière ça? Est-ce qu'il y a et surtout, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah, c'est encore un spam ça, hein. Ça ressemble à du spam aussi, hein. Le spam d'une autre nature. Bon, pour l'instant on va voir. C'est peut-être un bot. On va voir. Ouais, du coup, qui est-ce qui est responsable de ça dans la hiérarchie, et comment ça se passe? Est-ce que c'est le réal le réal de la cinématique qui va aller voir un artiste 3D qui va lui dire est-ce que tu peux me mettre 7 à 7 de bouteilles là à la place s'il te plaît, pour que on suggère éventuellement dans la mise en scène que le baron est encore fidèle au Nord éventuellement. Et on va voir tous les exemples qu'il va citer après, ce sera la même chose, et donc pour moi la même question. À quel moment ça se décide? Est-ce qu'on revient sur le décor pour changer des trucs, pour suggérer des trucs sur le personnage, ou est-ce qu'on les a mis là de base dans le décor et qu'ensuite on le filme? Je sais pas comment ça se passe. Donc ça, je serais curieux si quelqu'un bosse dans le jeu vidéo qui pourrait me répondre. 5 assets de bouteilles différents parmi lesquels choisir quand ils font un jeu comme ça. Donc, peut-être qu'il travaille avec l'Empire parce qu'il n'a pas le choix, mais il en est absolument pas ravi. Et ensuite, il nous amène dans son bureau. Regardez la quantité de trucs qu'on peut apprendre sur lui juste avec le décor. Déjà la sphère armillaire, tout en bas à droite, pas vraiment un outil de brute épaisse. Tout de suite après, les tableaux de Novigrad, qui sont la grande cité du Nord, donc une fois encore, peut-être pas tant un traître que ça. Il y a des bouteilles un petit peu... Bon, du coup, je sais confirmer, ça va être ban. Faut que je reprenne la main, comme on fait déjà. Voilà. Non, on va juste ban. Hop. peu partout, peut-être un léger problème avec l'alcool, et surtout il y a ça. C'est des pots de fleurs sur ces fenêtres. Ça paraît pas incroyable dit comme ça, c'est des pots de fleurs vides. Donc quelqu'un s'occupait de cette pièce, mais cette personne est partie depuis suffisamment longtemps pour que les fleurs meurent.
Sans surprise, dans la suite de la cinématique et dans les autres cinématiques qu'il va y avoir plus tard avec le baron, vous allez apprendre qu'il a un énorme problème avec l'alcool, mais qu'il est pas si idiot que ça, qu'il est pas si mauvais que ça, et que sa femme et sa fille ont disparu. Et vraiment, si vous avez regardé correctement les 3 premières images de la première rencontre avec le baron, vous aviez déjà globalement une idée de tout ça. L'organisation de la pièce est dingue. Remarquez aussi que la première fois qu'on rentre dans la pièce, la toute première fois où il est cadré avec tous les trucs qui sont importants à savoir sur lui. Pas si idiot que ça, pas tant un traître que ça, alcool, proche disparu. Tout est dans ce cadre. Oh, petit truc marrant aussi, Geralt va finir par accepter de rechercher sa femme et sa fille disparues. Et au moment où il accepte, vraiment au moment dans la conversation où il dit oui, ok, je vais le faire, dans son dos, il y a ce tableau. Et ce tableau, c'est le quartier général de l'ordre de fanatiques fous furieux que sa fille a rejoint finalement. C'est ce qu'on va découvrir. Donc en fait, au moment où il accepte, la réponse de où elle est dans son dos. Et ça, c'est rigolo en vrai. C'est ce genre de petits détails. Et même si vous vous êtes pas du tout rendu compte de toutes ces choses à votre premier let's play, si vous vous êtes pas dit « Oh là là, les pots sont vides, clairement, on a enlevé sa famille », c'est pas grave. Vous l'avez remarqué inconsciemment, ça marche, c'est ça le but de la mise en scène. Ça marche inconsciemment de toute façon. Le fait que les bouteilles soient partout, le fait que les pots vides renforcent un côté de solitude autour du baron, c'est des trucs que vous avez remarqué, ça a participé à construire l'image mentale que vous aviez du personnage. Ça demande énormément de travail. Ce délire de déposer des objets partout pour composer des décors, puis se demander c'est quoi le meilleur angle de caméra pour bien les voir, c'est un vrai travail de metteur en scène de fou. Et là, on est encore dans le jeu de base. Donc il y a des cinématiques qui sont très travaillées et d'autres, bon, ça passe. Mais une fois dans les DLC, ça c'est une dinguerie. À partir du moment où on est dans les DLC, chaque cutscene de l'aventure principale, c'est une dinguerie. Gunther Odim est l'un des méchants les plus stylés que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo. C'est des Project Red, ils sont parfaitement conscients que leur personnage est incroyable et ils ont vraiment développé tout ce qu'ils savent faire cinématographiquement pour le mettre en valeur. Ok, par exemple, ça, c'est la première rencontre du DLC entre Geralt et Gunther. Gunther est venu proposer à Geralt un marché qui va évidemment lui coûter beaucoup trop cher. Surtout, regardez comment ils sont éclairés. Geralt par la lumière blanche et pure de la lune, Gunther par la lanterne très orange, presque infernale, et puis les négociations vont avancer, et quand Geralt va finir par se laisser tenter, qu'est-ce qu'il fait ? Il sort de la lumière blanche et rentre dans la lumière de Gunther. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de prendre tous les exemples qui vont suivre parce qu'il va juste analyser des scènes de The Witcher 3 et leur mise en scène et dire qu'en gros c'est foutu comme un film alors que c'est dans un open world qui demande énormément de travail. Et après il parle de, selon lui, les plus belles scènes de l'histoire du jeu vidéo. Et du coup, en l'occurrence, il y en a une, c'est une cinématique avec un peu d'interactivité. Et l'autre, c'est autre chose. Et ça tease d'ailleurs sa vidéo d'après. Mais je sais pas si c'est hyper utile de se mater tout ça. On a compris l'idée. Il explique aussi des notions de mise en scène un peu élémentaires, comme la règle des tiers, qui est en gros comment on compose un plan. On le coupe en 9 parties et on met des choses dans ces différentes cases et en fait ça met en valeur les éléments. Il y a des lignes de force, donc un personnage sur cette ligne il sera mieux mis en avant par l'image dans l'idée. Donc voilà, après il y a plein de petites choses dont il parle, vous pourrez aller voir la fin de la vidéo si vous voulez. Je vais pas jusqu'au bout parce qu'elle est longue et que je l'ai déjà vue et que globalement là il va surtout prendre plein d'exemples dans ce jeu pour dire c'est incroyable. Voilà. Mais je trouvais ça intéressant quand même si la première partie m'avait plus intéressé. Il y a quand même pas mal de choses à dire sur le lien avec le jeu vidéo. Et comment ça se transpose. Mais globalement, le bilan, c'est quand même que dans le jeu vidéo, c'est compliqué. C'est pas la priorité surtout. C'est pas vraiment ce qu'on demande à un jeu. Comme j'ai dit plus tôt, ce qu'on demande à un jeu, c'est d'être jouable et d'être divertissant. C'est pas de nous raconter quelque chose de particulièrement profond, en tout cas pas par sa mise en scène. Parce que un jeu peut évidemment raconter beaucoup de choses par son gameplay. Et je pense que c'est ça qui prévaut. Il y a des exemples hyper connus de ça, mais par exemple si je prends si on prend un random gameplay de Papers, Please, full playthrough, on peut finir ce jeu en 3h30, je ne savais pas.
C'est un exemple parmi des milliers qui existent, hein. Ce jeu, par exemple, il vous fait incarner dans un pays fictif mais qui ressemble à une dictature de l'URSS. Il vous fait incarner un agent de frontière qui du coup doit choisir de laisser rentrer des gens ou pas. Et dans ce jeu, il n'y a pas vraiment, je crois pas qu'il y ait vraiment de cinématique. C'est vraiment juste cette interface. C'est pour ça, c'est un exemple pour moi en plus de simplicité, de sobriété, et pour autant on raconte des trucs. Vous avez juste cette interface pendant tout le jeu qui va s'alterner avec, à la fin de votre journée, un écran de score, plus ou moins, qui va faire le bilan de la journée, et donc de où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes en full banqueroute ou pas? Est-ce que vous avez des soucis avec la justice parce que vous avez laissé passer des gens que vous ne devriez pas laisser passer? Ce genre de choses. Parce que du coup, il y a des enjeux politiques derrière vos décisions. Et donc du coup, vous devez prendre des décisions un peu stratégiques. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure des profils que vous rencontrez, il va se développer toute une histoire que je connais pas en détail parce que j'ai pas fait le jeu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et donc ça, pour moi, c'est un exemple exemplaire, mais du coup, exemplaire, c'est une formulation de merde. Un très bon exemple de ce qu'on peut faire dans le jeu vidéo. En plus, là, du coup, c'est une narration qui est politique. Le propos, il est politique derrière. Et en plus, c'est fait très très simplement, quoi. C'est vraiment juste un jeu hyper minimaliste qui demande, je pense, assez peu d'investissement, je veux dire, comparé à tous les exemples qu'on a vus dans la vidéo de The Great Review. Et pour autant, c'est passionnant et c'est assez deep. Et c'est fait que par le gameplay. Là, il n'y a pas de cinématique dans ce jeu. Il y a des petites animations là-haut. Quand, par exemple, ça va arriver plusieurs fois dans le jeu qu'on laisse pas passer quelqu'un, que la personne force le passage, court ici et se fasse shooter derrière par les gardes. Ça arrive des fois. Et mis à part ces petits éléments-là, il n'y a quasiment pas de narration visuelle de l'ordre du cinéma. C'est-à-dire où c'est le mouvement et on va filmer quelque chose. Globalement, on voit juste une file d'attente et des mecs avec des guns. Mais tout va passer par le gameplay, par ce qu'on va faire, par les décisions qu'on va prendre, etc. Voilà, c'est un exemple parmi des milliers. Mais juste pour dire que ce qui est intéressant dans un jeu, et pour moi, ce qui est le meilleur vecteur même de narration, et pas que de gameplay, et pas que de fun, c'est aussi le gameplay, le level design, enfin les éléments qui sont spécifiques à la fabrication d'un jeu vidéo. Et que les cinématiques, c'est le truc le moins vidéoludique et le moins interactif qui existe. Donc c'est pour ça que j'ai un peu skip la fin de la vidéo, parce qu'il parle que de cinématiques au final. Et elles sont très bien, hein, les mises en scène des cinématiques de The Witcher 3, et elles sont très signifiantes, mais du coup c'est du cinéma. C'est plus du jeu vidéo en fait. Donc pour moi c'est peut-être un peu ça la limite de son argumentaire, c'est que je pense qu'il aurait pu trouver plus d'exemples au sein des jeux, ou en tout cas il aurait pu ouvrir à la fin de sa vidéo, c'est plutôt ça, il aurait pu ouvrir à la fin de sa vidéo sur la narration dans le jeu vidéo, c'est aussi des trucs spécifiques au jeu vidéo. Il l'a quasiment pas fait. Il a pris 2-3 exemples de trucs où t'es en mode on pourrait faire ça que dans un jeu. Mais globalement, il a surtout légitimé le jeu vidéo par sa ressemblance avec le cinéma. Et pour moi, ça, c'est un peu une impasse en termes de. Comment dire, de vision des choses. Parce que en pratique, c'est pas ça qui rend le jeu vidéo légitime en fait. C'est pas sa ressemblance avec un autre art. C'est aussi ses spécificités. Et voilà. Du coup, je pense qu'il aurait pu faire une dernière partie où il prend des exemples de jeux qui racontent des choses et qui sont assez artistiquement légitimes, on va dire, par des éléments vidéoludiques et pas cinématographiques. Là, j'ai mis Papers, Please, mais un des exemples les plus connus, ça va être Undertale, où c'est pareil, c'est par les choix qu'on va faire
la manière dont on choisit de terminer le jeu, les lignes de dialogue qu'on va choisir avec les personnages qu'on rencontre, etc., que ça va orienter le jeu et le propos du jeu. Et il y en a plein des exemples comme ça. Et donc voilà. Pour moi, c'est peut-être vers là qu'il aurait pu orienter sa vidéo. Et même si, en vrai, la toute fin de sa vidéo le suggère un peu parce que son, entre guillemets, meilleur exemple, c'est Outer Wilds et que c'est pas une scène imposée par le jeu, c'est pas une cinématique ni un événement scripté, c'est une scène cachée. Donc il y a le gameplay qui rentre en compte parce qu'il faut que on se rende compte que cette scène existe, entre guillemets, parce que l'idée c'est un genre d'open world dans un petit univers, dans un système solaire, et en fait il y a des personnages qu'on peut rencontrer aux quatre coins de ce système solaire qui ont le point commun de jouer de la musique. Ils jouent tous d'un instrument différent. Et pour se rendre compte qu'en fait, ils jouent tous synchronisés en même temps alors qu'ils sont aux quatre coins de l'univers, et que donc en fait ils sont liés les uns avec les autres, il faut le supposer, prendre son vaisseau, aller au bout de l'univers, et les écouter à distance. Et donc cette scène-là, elle est cachée, et c'est selon lui, c'est aussi ça qui la rend belle. Mais justement, un détail caché comme ça qui est en fait hyper signifiant, ça c'est un truc qu'on ne peut faire que dans un jeu, c'est ça qui le rend beau. Donc il ouvre un peu sur ça à la fin. Et c'est ça aussi qui reste pertinent. Mais pour moi, le gros segment The Witcher est un poil hors sujet dans le sens où il parle que de cinématique et de mise en scène dans la cinématique. Parce que du coup, certes, le décor à cet endroit, il a été conçu pour être signifiant, mais c'est à l'endroit où se passe une cinématique hyper importante pour l'histoire, donc c'est pas non plus chaque asset de chaque décor de tout le jeu, qui est un open world gigantesque, qui va être comme ça, quoi. Et qui est signifiant. C'est pas vrai. Il fait le maxeur quand il dit ça, d'ailleurs il le dit pas vraiment. Le décor du baron, c'est des cinématiques qui font partie de la quête principale. Je pense pas que tu peux analyser avec la même profondeur le décor d'une taverne dans une quête secondaire où un poivreau te demande de récupérer sa bouteille de vin, tu vois. J'invente un truc, mais voilà. C'est plus pertinent pour moi de parler de ça dans Outer Wilds par exemple, parce que on est plus sur des choses qui sont spécifiques aux jeux vidéo et qui font que le jeu vidéo se légitime en lui-même, en fait. Le jeu vidéo n'a pas besoin du cinéma pour être légitime en tant qu'art. L'argument du jeu vidéo comme l'art ultime qui rassemble tous les autres, pour moi, il est assez erroné. Dans le sens où c'est pas la ressemblance avec d'autres arts qui rend ton art légitime. Je vais voir si je peux retrouver ça. Voilà. Si vous connaissez un peu Antoine Goya, qui est un mec qui a vraiment la DA cinéphile méprisant ultime, il aime bien dire et répéter que le jeu vidéo n'est pas un art. Et il a ses arguments à lui. On peut en prendre un pour revoir un peu ce qu'il a à en dire. Le présentateur télé Samuel Etienne veut nous parler du jeu vidéo. Alors oui, il a un ton très bizarre et très condescendant. Il a une DA. Et de l'art. Jugeons son avis. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas bien le monde du jeu vidéo, il faut bien qu'ils comprennent aujourd'hui qu'il y a des jeux vidéo, on a parlé de la diversité du jeu vidéo tout à l'heure, parfois confinent à l'œuvre d'art. Alors, confiné à, je suis allé chercher la définition. Qu'est-ce que ça veut dire confiné à? Est-ce que ça veut dire, si on confine à, que l'on est une œuvre d'art? Ouf. Samuel Etienne ne dit pas que le jeu vidéo est de l'art. Il dit que ça touche aux frontières, qu'il est au bord, qu'il est immédiatement voisin de l'art. Mais il n'est pas de l'art. Bon bah ça va en fait Samuel Etienne, tu n'as pas un avis si catastrophique que ça. Je te tolère, mais que dis-tu ensuite? La suite de ton avis est-il toujours tolérable? Il y a un jeu que vous avez
que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dordogne, qui est sorti il y a quelques temps, qui est un jeu français. Ce sont des tableaux, ce sont des aquarelles qui s'animent. Le jeu auquel vous jouez, c'est une immense aquarelle qui ne fait que bouger. C'est magnifique, avec une musique incroyable. Ok, j'ai pas joué au jeu, je vois très bien ce que c'est, je n'ai pas spécialement envie de jouer à ce truc-là. En fait, encore une fois, les gens qui sont là, oui, le jeu vidéo n'est peut-être pas de l'art, mais ils confinent à l'œuvre d'art, sont en train de réduire la question artistique, la question esthétique, à une question de direction artistique, à une question de graphisme. C'est-à-dire, est-ce que si jamais Dordogne, avec le même gameplay, la même histoire, avait des graphismes, je sais pas, moches, différents ou je sais pas, est-ce qu'il dirait la même chose? Est-ce qu'il dirait que Dordogne c'est un jeu formidable? Est-ce qu'il dirait que Dordogne confine à l'œuvre d'art? La réponse est non. En fait, vous êtes trop sensible à la technique pure. Or, l'art ce n'est pas que la technique. Normalement, un jeu vidéo, s'il est bon, vous êtes censé vous amuser, quels que soient les graphismes. Même si on vous donne un prototype entre les mains, où c'est juste des cubes et vous tirez sur des cubes, vous êtes censé vous amuser. Je veux dire, quand vous jouez la version Switch d'un jeu, et que le portage il est un peu moche et tout, toutes les têtes surbavent et tout, c'est lent, et que vous vous amusez quand même, bah oui, vous êtes face à un bon jeu. La Switch révèle le vrai potentiel d'amusement des jeux vidéo. Et encore une fois, parler uniquement de graphisme, c'est avouer que le jeu vidéo n'est pas de l'art. Que pour vous, sa spécificité, à savoir le gameplay, importe moins qu'un truc comme ça qu'on rajoute à la fin par-dessus pour faire joli. Ça montre à quel point ceux qui s'intéressent au graphisme sont superficiels. Le présentateur... Bon, du coup, il en profite pour faire de la posture. Je suis pas d'accord avec Antoine Goya, mais je suis d'accord avec ce qu'il dit sur ce que dit Samuel Etienne, c'est-à-dire mauvais argument pour défendre le statut artistique du jeu vidéo, puisque, mais en fait il doit le faire rapidement dans une interview à la radio, enfin on peut aussi contextualiser la prise de parole de Samuel Etienne, mais effectivement ne parler que de l'aspect esthétique et dire Dordogne c'est une aquarelle animée, c'est trop beau, c'est de l'art, bon c'est un raccourci Mario Kart, c'est pas que ça qui va donner une dimension artistique à un jeu. Et en l'occurrence, des exemples que je vous ai dit plus tôt, donc je sais pas, Papers, Please, Undertale, tout ça, c'est beaucoup plus, pour moi, représentatif de ce que propose ce que propose comme expérience artistique le jeu vidéo, qui est spécifique au jeu vidéo. Mais voilà, après, c'est pas forcément le sujet, donc je vais pas développer plus sur ça, mais voilà, si vous voulez hate watch Antoine Goya, moi je hate watch pas, en vrai il me fait rire premier degré et je trouve qu'il a des avis intéressants des fois, juste sur le jeu vidéo il aime bien rager. Et d'ailleurs je sais pas trop s'il rage ou s'il rage bait, je sais qu'il aime beaucoup les jeux vidéo par ailleurs, juste il dit c'est pas de l'art. Est-ce que c'est très intéressant comme débat? Je sais pas. Mais voilà. Je pense que j'en ai fini avec la vidéo de comment on fait une The fusée Great et Review. on commence à explorer l'espace. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, c'était pas forcément le live méga long, mais c'était histoire aussi de revenir un peu. Et puis on va refaire du contenu bientôt. Si tout va bien, si je garde un bon rythme, je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Donc, ciao YouTube, et merci d'avoir regardé ceci.